Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence de la bibliothèque qui exceptionnellement est délocalisée dans la salle du conseil de la mairie, mais le sujet s'y prête puisqu'il est un petit peu solennel, disons, puisqu'on va parler aujourd'hui de l'état de droit et de la judiciarisation de la société. Alors ces notions, elles ne sont pas forcément toujours très clairement définies, on ne sait pas forcément toujours de quoi on parle, donc aujourd'hui on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. L'état de droit, au départ, c'est plutôt une construction juridique formelle de type pyramidal qui tend à se confondre petit à petit avec, au choix, un système de démocratie libérale, le contraire de la barbarie. Je crois que c'est le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui disait que c'était l'inverse de la barbarie. Encore comme un régime dont le niveau de corruption est faible, comparativement à d'autres évidemment, un État qui respecterait et encouragerait un système de valeurs et de normes identifiées comme progressistes, etc. Donc il y a des définitions qui sont assez extensives et sur lesquelles on va pouvoir revenir, notamment sans doute notre ami conférencier ici que je vais présenter tout à l'heure. Donc cet État de droit est tantôt loué, évidemment, pour la protection des libertés individuelles qu'il garantirait, pour ses préventions contre l'arbitraire du politique et l'avènement d'une dictature, pour la transparence de la vie publique qu'il incite, et à l'inverse, tantôt décrié pour ses excès, sa malléabilité et donc son caractère potentiellement manipulateur, sa tendance à encourager la gouvernance oligarchique plutôt que la souveraineté populaire, ou encore son encadrement de la décision politique jugée par certains trop invasif, qui a pu faire parler à tort ou à raison, on en discutera évidemment, du gouvernement des juges, alors que les magistrats, par ailleurs, se plaignent d'être déconsidérés. L'autre terme de la conférence est la judiciarisation, qui exprimerait plutôt une inflation juridique et normative qui toucherait de nombreux aspects de la vie civique et privée, le recours judiciaire se substituant à la négociation, à la résolution amiable des conflits et au compromis. Je crois qu'il y a une loi là, qui est en cours qui tendrait à renouveler la résolution amiable des conflits. Et ce, alors que, évidemment, les tribunaux sont très encombrés et manquent de moyens, ça, on le sait, c'est quelque chose d'assez admis. Cette judiciarisation a donné lieu à un très récent rapport du Sénat, qui a été publié, je crois, en mars 2022, sur lequel les invités pourront sans doute revenir, que je cite, sur un point précédemment évoqué, donc je cite le rapport, « Un grand nombre de nos concitoyens ont le sentiment que leur vote n'a que peu de portée, car le pouvoir politique leur semble ne plus avoir de prise sur les événements. Ce sentiment s'explique pour partie par la perception que le politique serait dépossédé de son pouvoir de décision et entravé dans sa capacité d'action par la place prise par les juges nationaux et européens. Il s'agirait donc dans les deux cas, donc judiciarisation et état de droit, d'un accroissement du recours à la justice qui aurait de fait une charge augmentée sur le fonctionnement social. Évidemment, les conséquences de ces évolutions peuvent être assez nombreuses et pourraient même entraîner des répercussions anthropologiques, allons jusque-là assez lourdes, mais encore faut-il se mettre d'accord sur des éléments de diagnostic, donc être là pour vous mettre d'accord ou pas sur ces éléments-là. Pour en débattre, donc aujourd'hui nous recevons deux spécialistes du droit et de la justice au profil différent. Tout d'abord Valérie Dervieux, qui est magistrat, présidente de la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris, et qui a publié d'assez nombreux articles dans la presse spécialisée, notamment sur les questions de justice. Vous avez, je crois, vous pourrez en parler, peut-être un portefeuille, si l'on peut dire, de compétences assez large et tout à fait varié dans le cadre de votre fonction actuelle. Et à ma droite, donc, Guylain Benessa, qui nous vient spécialement de Strasbourg, et on remercie, bien sûr, on remercie Valérie Dervieux, même si elle habite Maison Lafitte, c'est moi. Elle vient de Strasbourg, c'est un effort supplémentaire, disons, qui est docteur en droit et avocat, avec une thèse sur le régime d'exception aux États-Unis à la suite des attentats du 11 septembre, auteur du récent Le Totem de l'état de droit que j'ai ici, publié aux éditions de l'Artilleur en début d'année, je crois, ou en fin d'année dernière, l'année dernière, en 21, hein. Voilà, novembre, en fin d'année dernière, aux éditions Artilleur, donc je l'ai dit, dans lequel vous pointez les excès de l'état de droit et les dangers que ces excès font courir au fonctionnement démocratique. Donc c'est un beau livre aux accents parfois un peu pamphlétaires, hein, qui donne en tout cas du grain à moudre, matière à réflexion, et donc vous pouvez faire l'acquisition auprès de notre libraire partenaire Les Chemins du Livre à l'issue, au terme
la discussion. Alors évidemment, le sujet peut avoir des atours un peu polémiques, hein, donc on compte évidemment sur vous, mais je n'en doute pas, pour rester courtois et compréhensible surtout, malgré les désaccords qui ne manqueront pas de se présenter et qui permettront à tout un chacun de se faire sa propre opinion. Je rappelle le principe de la conférence, environ 1h15 de discussion avec moi, donc grosso modo jusqu'à 17h moins 10, quelque chose comme ça. Puis les questions du public, évidemment, où vous pourrez vous exprimer tout à fait librement. À la suite de quoi il y aura, comme j'ai déjà dit, une vente. Donc merci à tous pour votre présence, merci à nos invités, merci au public d'être venus quand même assez nombreux en ce jour de match de l'équipe de France face au Danemark. Il y a peut-être des gens qui ont hésité à le dire à cause de ça. On va essayer de ne pas trop déborder sur les 17h, l'heure à laquelle débute le match de football. Voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à cette présentation ou si on passe tout de suite aux questions. D'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation. Le juge dans la cité, c'est une réalité. Il n'est pas que dans ces cours d'appel, que dans ce tribunal judiciaire. Donc, c'est une possibilité pour moi de le faire savoir. Et puis, en plus, c'est la salle dans laquelle je me suis mariée. Donc, ça fait très plaisir. Simplement un merci, Raphaël. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'autant plus que c'est un sujet technique qu'on entend partout et qu'on connaît assez peu, l'état de droit. Et on a donc une compétition. Vous le disiez à l'instant, un match entre d'un côté un sujet technique et de l'autre côté un sujet footballistique. Donc, on va nombreux aujourd'hui pour ça. Merci encore d'être venu également. Voilà, très bien. Donc, on va passer tout de suite à la première question. Dans quelle mesure cette judiciarisation de la société et l'extension de la notion d'état de droit vous semble aller de pair? Parce que, grosso modo, le sujet de la conférence est pertinent. Naïvement, comme ça, on pourrait penser que la judiciarisation concerne la vie commune, quotidienne, alors que l'état de droit se rapporterait davantage à des institutions un peu en surplomb, avec quelque chose d'assez technique, effectivement, comme vous le disiez. Les deux s'influençant par ailleurs mutuellement selon des circuits qui restent assez obscurs pour le Pékin lambda, disons. Alors, vous pouvez nous dire ce que vous entendez par état de droit et judiciarisation ici, pour commencer, comme ça, on saura sur quelle base commencer le débat. Alors, le sujet est effectivement d'actualité. L'état de droit, c'est l'ensemble des règles qui nous gouvernent, selon une pyramide, on appelle ça la pyramide de Kaizen, en bas les règlements, en haut la Constitution et au milieu tout le reste. Donc en fait c'est une définition juridique qui peut évoluer au travers des conventions que la France ou les normes internationales auxquelles la France adhère. La judiciarisation, c'est un terme un peu péjoratif. La judiciarisation, ça renvoie à une notion de justice partout, justice trop présente, justice qui déborderait et qui d'une certaine manière empiéterait sur le terrain et du politique et de la norme, au travers de la jurisprudence ou au travers de ce qu'on appelle les mots valises, c'est-à-dire la proportionnalité, tous ces concepts qui font qu'aujourd'hui le juge peut se prononcer en fonction de ce qui apparaît comme des principes dans lesquels on pourrait mettre un petit peu n'importe quoi. Et donc cette notion péjorative de justice partout, c'est à mon avis plutôt l'enjeu du problème. Mais bien évidemment, du côté de mon adversaire, si j'ose dire, dans une dispute au sens philosophique du terme, peut-être que la notion d'état de droit également est amenée à évoluer, et j'en suis certaine, elle évolue, puisque nous sommes effectivement dans une société où il y a de plus en plus de textes, de lois, et que personne, en fait, si nul n'est censé ignorer la loi, personne ne la connaît vraiment. Sur le problème le problème de l'état de droit, qu'on a effectivement partout et tout le temps. Vous prenez, je caricature, mais à peine, vous prenez n'importe quel débat de société qui porte aujourd'hui sur la sécurité, l'immigration, les frontières, les identités, au sens très large du terme, il y a un moment ou un autre l'état de droit qui arrive. Le fameux train des trois mots magiques qui s'appelle état de droit arrive, survient et on en parle. Et en réalité, pour préciser le problème de l'état de droit, qui est à la fois une magnifique solution et un problème, c'est que l'état de droit est devenu un mot
fourre-tout, un mot-valise, dont on a perdu quelque peu la signification à force de le mettre à toutes les sauces. Loin de moi l'idée de dire qu'il faut contester l'état de droit, mais par contre, essayer de mettre un peu d'ordre dans la grande ménagerie des clichés. On a tous une propension à utiliser des mots. Je prends un exemple qu'on a entendu tout le temps, tout le monde parle de valeurs de la République, ou du fameux vivre ensemble. Au bout d'un moment, plus personne ne sait ce que sont les valeurs de la République, et plus personne ne sait vraiment ce que c'est de vivre ensemble. Et j'ai constaté, personnellement, que l'état de droit subissait le même problème. C'est-à-dire qu'en fait, on parle d'état de droit, et derrière, on est censé tout savoir, tout comprendre, alors que personne ne sait trop ce que c'est. Et comme l'état de droit va au-delà de la pyramide des normes qu'évoquait Valérie Derrien. Et ce qui est intéressant, c'est que Mme Derrien vient de dire à l'instant, à mon sens, et c'est peut-être extrêmement réducteur, et en même temps c'est scientifiquement juste, pour n'importe quel juriste qui se respecte, l'état de droit c'est, entre guillemets, juste, mais c'est énorme, mais c'est juste une pyramide des normes, c'est-à-dire une construction hiérarchique qui fait que quand vous payez votre contravention sur votre voiture, vous stationnez, vous laissez votre voiture comment dire, trop longuement et vous avez une contravention sur le pare-brise, comme il est bon temps d'en avoir depuis longtemps, le titre que vous payez, l'amende que vous réglez, est pris sur le fondement de texte qui permet de faire au bout que vous payez votre amende. Ce n'est pas arbitraire, c'est l'État qui commande, entre guillemets, le fait qu'au bout de la chaîne, vous réglez votre amende. L'état de droit, c'est ça. C'est le fait que chaque règle, qui est en conformité chacune par rapport à l'autre, fait qu'au bout du compte, tout est gouverné par le droit. En somme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agent de police ne peut pas vous faire payer une amende parce qu'il s'ennuie et qu'il a envie de le faire, mais il est obligé de respecter un fondement, une règle qui l'autorise à le faire. C'est ça l'état de droit. Et vous voyez que quand je dis ça sur l'état de droit, je n'ai rien dit, mais rien de, on va dire, de l'état des libertés individuelles. Je n'ai encore rien dit de, par exemple, des problématiques à la mode, du type le droit au changement de sexe, qui fait partie aujourd'hui des valeurs de l'état de droit pour certains. Et vous voyez qu'on part d'une situation première qui est cette pyramide des normes, à des situations aujourd'hui dans lesquelles l'état de droit, je ne dis pas n'a plus rien à voir, mais est en expansion constante par rapport à la définition première très hiérarchique qu'il est censé avoir, c'est-à-dire un état de droit, c'est un état qui agit au moyen du droit et sur le fondement du droit. Mais qu'est-ce que ce droit signifie dans la valeur quelles sont les valeurs de ce droit, ce qu'il est supposé défendre dans la vie de tous les jours? Je ne dis pas que ce n'est pas important, je dis qu'il y aura des conflits, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs des débats actuels, sur savoir ce qu'on met dans cet état de droit. Mais la définition rigoureuse juridique, encore une fois, c'est cette hiérarchie pyramidale. Une réaction, Valérie Derrien, pour voir si c'est dit. Coupe ton micro. Coupez votre micro. Merci, je suis mère. Je ne sais pas, mais c'est la parole, mais c'est normal, c'est un avocat, je suis un magistrat, donc il se venge en fait. Il se venge. En fait, la difficulté pour nous tous, c'est d'arriver à suivre le rythme des changements, le rythme des changements de texte, le rythme des changements des conventions, des règlements, des directives européennes, et le rythme des changements de jurisprudence. Parce que la jurisprudence, c'est la manière dont les tribunaux appliquent le droit. Et les tribunaux, ils existent dans l'ordre judiciaire, moi je suis dans l'ordre judiciaire, mais il y a aussi des tribunaux administratifs dans l'ordre administratif. Et puis il y a aussi les juridictions européennes qui s'imposent à nous, puisqu'elles appliquent des textes qui sont supérieurs aux lois, même si elles sont inférieures aux constitutions. Et donc, c'est non pas, à mon sens, l'état de droit qui pose problème, puisque l'état de droit, c'est ce qui fonde la démocratie. Tout le monde est soumis aux mêmes lois et les gens, les personnes morales sont égales devant la loi. C'est cette instabilité et c'est cette multiplication. Et cette instabilité des textes, de la manière dont on les interprète, et cette instabilité des législations qui se succèdent à un rythme effréné, fait qu'il y a une insécurité. Et cette insécurité, elle est ressentie pas de manière théorique, mais de manière très pratique par le citoyen, et aussi dans l'action politique. Puisque dans l'action politique, normalement, un politique,
il va prendre des décisions, il va lui-même prendre des textes qui sont faits en fonction de l'état de droit à un moment T, mais si lui-même ne sait pas si ce texte est susceptible d'être, par exemple, censuré par le Conseil constitutionnel ou censuré par la CEDH ou censuré par la CJUE, on peut avoir l'impression que le politique il devient impuissant. Donc on en arrive à cette situation un petit peu absurde où que ce soit le citoyen, la personne morale ou le politique qui doit utiliser des lois pour faire des contrats ou faire des lois pour faire avancer la société n'est plus sûr de la manière dont ça va marcher ou même si ça va marcher. Et je crois que dans la notion de judiciarisation, même moi j'arrive plus à le dire, donc là c'est grave. En fait, pour moi, la problématique elle est là. C'est comment on fait pour être sûr que l'état de droit correspond à ce dont nous avons besoin pour pouvoir évoluer dans la sécurité juridique et dans la transparence. Parce que si plus personne n'est sûr des décisions qui vont être rendues, quand elles sont rendues, parce que vous avez vu en plus que ça peut prendre un petit peu de temps, on est dans une situation qui est susceptible de dégénérer à tout moment. C'est-à-dire que les gens vont se dire, mais puisque ça ne marche pas, puisque je ne suis pas sûr à un moment T de ce qui va sortir à un moment T plus 1, je vais faire autrement. Et on a des contournements de l'état de droit ou des instrumentalisations de l'état de droit pour faire autre chose. Et à mon sens, c'est peut-être ça la plus grande question. Alors je ne sais pas si je suis très claire, mais ce que je peux vous dire, c'est que en tant que praticien du droit, donc moi je préside une chambre d'instruction, donc personne ne sait ce que c'est, je vais le dire, c'est les appels contre les décisions des juges d'instruction et des juges des libertés et de la détention. C'est donc les appels contre les décisions des juges qui mettent des gens en prison, en détention provisoire, qui mettent des gens sous contrôle judiciaire, et puis aussi des appels contre les décisions des juges pour des raisons de vice de procédure. Donc, la procédure, vous savez, c'est super compliqué, puis en plus ça change vite. Et moi, ce que je constate dans ma pratique, c'est que la procédure est tellement complexe et mouvante que c'est peut-être, entre guillemets, plutôt les méchants qui s'en sortent bien, parce qu'ils savent utiliser les failles pour pouvoir s'en sortir. Et que leur intérêt, c'est d'utiliser les failles des textes, et donc de l'état de droit, pour obtenir soit du temps, soit une nullité de procédure avant d'arriver au procès, plutôt que les gens qui ont besoin d'être sûrs qu'on va leur assurer la sécurité. Donc c'est vraiment... on est sur deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a le niveau pratico-pratique, comment ça marche et pourquoi ça ne marche pas, et puis le niveau théorique de la réflexion politique et philosophique que M. Benessa nous propose. Mais ce ne sont pas deux niveaux qui ne se parlent pas. On doit vraiment réfléchir en système. C'est le président de la République qui dit, le Stade général du droit, il a dit, il faut qu'on réforme, qu'on refonde et qu'on réfléchisse système. Et je pense que justement l'intérêt de cette, et je vous remercie, c'est de nous inviter à réfléchir sur la manière dont le système est mal pensé et qu'il aboutit finalement à des injustices. C'est un juge qui vous le dit, c'est un peu dommage, mais on en est quand même, on en est conscient en fait. Et, mais on applique la loi. Et selon vous, alors, quelles sont les principales failles de ce système que vous dénoncez et qui nuit à l'exercice démocratique de la justice? Alors, je pense que M. Benassa pourra répondre, et puis je compléterai, parce que alors, je pense qu'il l'a bien exposé dans son ouvrage. Je lui ai dit tout à l'heure que je ne l'ai pas lu, donc, mais j'ai lu les résumés, je suis désolée, je ne vais pas mentir. Mais en fait, ces failles-là sont, à mon sens, l'objet même de cet ouvrage. Oui, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. D'une part, sur ce que vous venez de dire, Mme Dervue, sur la relation entre le pratico-pratique et le volet philosophique. C'est-à-dire que moi je ne vous cache pas non plus, ça fait 6 ans que je suis avocat désormais, presque, et je suis tombé dans la profession avec, je ne dis pas un espoir surgonflé, on va dire que je suis un tragique de naissance, donc je ne faisais pas beaucoup d'illusions, mais il n'empêche, on est parfois sidéré par le normativisme terrible et par le fait qu'il faille, comment dire, entrer dans un système qui est si éloigné, une sorte d'idéal qu'on peut avoir.
Ça fait vraiment jeune premier, j'ai bien conscience de dire ça comme ça, mais il y a une espèce d'entropie globale du système, de la machine, qui fait que de temps en temps, quand on prend du recul sur les délais, la façon de fonctionner, ceux qui sont roués à utiliser la procédure, ceux qui n'y connaissent rien, et comment est-ce que tout ça est un jeu presque kafkaïen sur une absurdité, quand on y est, quand on est jeune avocat et on démarre, on est perplexe. On le sait avant d'y aller, hein, Dieu soit loué, on ne découvre pas non plus. Mais il y a vraiment cette idée toute simple que, en réalité, je vais dire une lapalissade, on ne connaît pas la justice avant d'avoir vu la justice. On ne sait pas ce que c'est avant d'y être allé. C'est un état dans l'état, pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est cette espèce d'inflation de complexe à comprendre, je pense, pour un justiciable lambda, c'est la porte d'entrée la plus incroyable, des fois, sur le fonctionnement général de la machine, qu'on appelle très sommairement l'état de droit. Ça, c'est le premier point. Mais vous dites effectivement qu'il y a un lien entre les deux niveaux, je suis totalement d'accord, c'est que je me suis aperçu, rédigeant mon bouquin l'année dernière, j'étais en train de rédiger, et j'ai des confrères qui me disent « il paraît que tu rédiges quelque chose, etc. » Et donc j'ai eu l'occasion de discuter avec des confrères, avocats, qui ont pour certains 10, 20, 30 ans de pratique. Enfin, tu fais un bouquin sur l'état de droit, et j'ai essayé de discuter avec eux de ça, et je me suis rendu compte que j'avais autour de moi littéralement 15 définitions de l'état de droit. Aucun des confrères avec lesquels je parlais, je ne dis pas que tous les avocats sont passionnés par la figure ou par le symbole emblématique de l'état de droit. Mais en réalité, ils en sont les premiers serviteurs et les premiers instruments. Je veux dire, ils devraient le savoir, mais je ne prétends pas savoir tout mieux que les autres. Je dis simplement qu'on voit bien qu'on a une constellation de définitions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en théorie, l'état de droit est devenu tout et son contraire. Donc, quelle que soit la position que vous avez, je donne un exemple très simple. Vous prenez la définition que le traité sur l'Union européenne donne. L'Union européenne définit l'état de droit comment ? L'Union européenne dit que l'état de droit, c'est, grosso modo, la démocratie, la protection des minorités, le droit de, globalement, les non-discriminations, à rajouter la question de la diversité, mais auxquelles s'ajoutent toutes les libertés traditionnelles, c'est-à-dire la liberté d'expression, les droits de la défense, ce genre de choses. Donc on a une batterie de valeurs qui se superposent, qui s'agrègent pour dire ce que c'est l'état de droit. Mais si on réfléchit un peu, quel rapport entre la démocratie, qui est le pouvoir du peuple par le peuple, et la diversité, qui est une valeur très contemporaine, portée par, on va dire, un autre type de cours sociétal, etc. On en pense qu'on veut, la question n'est même pas, on va dire, une approche politique de c'est mieux ou c'est moins bien, mais seulement de se rendre compte que et c'est ce que j'ai essayé d'écrire dans mon livre, c'est une boule à facettes, l'état de droit, qui contient énormément de règles différentes et qui parfois même se télescope, à tel point qu'on ne sait plus trop, au bout du compte, de quoi on parle. Une réaction, ce qui vient d'être dit. Alors, c'est bien, je ne suis pas d'accord sur un point, on va pouvoir commencer. La justice n'est pas l'État. La justice est un pouvoir ou une autorité, dans la Constitution c'est une autorité, qui vise à l'équilibre. C'est l'équilibre de pouvoir, c'est la théorie des Lumières, c'est la séparation du pouvoir. La justice est un pouvoir régalien au service de la démocratie. La justice est aussi un service public, c'est donc un service au public, c'est un service aux citoyens. Je n'aime pas trop ce terme de justiciable, c'est un service pour le citoyen. Et donc, dire que la justice est un État dans l'État, ça serait conférer à la justice une place qu'elle n'a pas et qu'elle ne peut pas avoir. On n'est pas là pour être un contre-pouvoir, on est un pouvoir ou une autorité qui vise à équilibrer les pouvoirs. Le législateur fait la loi, l'exécutif gouverne, le judiciaire applique la loi en fonction des textes qui sont votés. Et ce qui est particulier, mais je crois que finalement je l'ai déjà dit, c'est que les textes sont, c'est ce que j'appelle moi la légistique, c'est la science de faire des textes, c'est la science des gens qui font des textes, sont non seulement de plus en plus nombreux, mais aussi de moins en moins bonne qualité. Ce qui fait que le juge, il se retrouve avec... alors le juge n'est pas un homme parfait ni une femme parfaite, bien évidemment, le juge c'est vous, c'est moi, plutôt.
Mais quand un texte est mal rédigé, le juge est obligé quand même de rendre une décision. Sans ça, il y a déni de justice. C'est une application du droit, ça existe aussi en droit. La multiplication des textes et le fait qu'ils soient mal rédigés fait qu'au fond, il y a des trous que le juge doit remplir en interprétant ou en faisant jouer d'autres textes, sachant que le droit pénal est d'interprétation stricte, mais les autres droits, pas forcément. Et donc, quand on dit que la justice est un État dans l'État, c'est pas une critique en fait. Ça veut dire à un moment donné que la justice n'est plus dans la démocratie. Donc je ne peux pas accepter cette conception de la justice. Par contre, quand on dit que la justice est un État dans l'État, parce qu'on a l'impression qu'on ne comprend rien, que quand on y va à reculons, et quand on y va, on sait que ça va coûter cher, que ça va durer longtemps, là, effectivement, il y a un sujet de démocratie, mais ce n'est pas lié à la fonction de la justice ou à la manière dont les juges travaillent, peut-être si un peu, c'est lié au fait qu'il y a cette absence, il y a cette difficulté à appréhender le droit à un moment. Et là, ça fait effectivement, ça renvoie à l'état de droit, c'est-à-dire que normalement, l'état de droit, c'est une hiérarchie de normes qui est accessible, transparente, et dont on peut comprendre comment ça s'articule. Aujourd'hui, avec la multiplicité des possibilités de recours et la multiplicité aussi des textes, c'est peut-être ça, c'est-à-dire l'accès au droit, qui est aussi en plus un principe cardinal, un principe général du droit européen également. C'est peut-être cet accès au droit qu'il faut interroger. Oui, bien. Juste pour... on a bien compris que vous signez que voilà, les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, et vous semblez encore équilibrés, seulement dans... J'ai pas dit ça. En tout cas, dans la presse, on a pu lire à d'assez nombreuses reprises, comment dirais-je, cette expression de gouvernement des juges qui ressortait et qui pointait un déséquilibre au profit du juge. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vais prendre un exemple qui est à la fois emblématique et dépassionné. Emblématique et dépassionné. Pourquoi? Parce qu'il y a désormais 3 semaines, peut-être un mois, Madame le magistrat pourra peut-être me corriger si jamais elle se souvient peut-être mieux que moi. Ne vous inquiétez pas, j'adore corriger les actes. On a eu récemment, on a eu un débat sur la place publique sur un problème qui n'intéresse qu'une partie des Français, certes, qui est l'obligation du contrôle technique des motards. L'obligation du contrôle technique des motards. Je précise tout de suite, parce qu'on me l'a déjà fait, je ne suis pas motard, je ne roule pas à moto, je n'ai jamais eu de moto dans la famille, donc je n'ai pas d'intérêt spécifique à défendre les motards. Je dis ça parce que... Vous n'avez pas une trottinette par là? Je n'ai pas de trottinette. Parce que c'est quand même le genre à avoir une trottinette. Je n'ai pas de trottinette. J'en ai trouvé un vieux vélo. Donc je disais, les motards sont descendus dans la rue, ont manifesté pour critiquer la position du Conseil d'État, du juge administratif, qui a estimé que la décision du gouvernement de supprimer le contrôle technique était, je caricature un peu, mais était illégale pour plusieurs motifs, mais notamment parce qu'elle n'est pas conforme au droit européen. Donc, on a un affrontement de principe entre d'un côté les motards qui disent on ne veut pas de contrôle technique et le juge qui dit il faut un contrôle technique qui est imposé par l'Europe. Le problème est très simple. Qu'on appelle ça ou non le gouvernement des juges, c'est pas le problème. Pour moi, c'est une façon, des fois même, c'est une façon caricaturale d'aborder le souci et c'est une façon à la fois de rejeter le problème sur les juges, de tenter aux politiques de se défausser de sa propre responsabilité, alors qu'en réalité, le problème est très simple. Emmanuel Macron a dit, il y a quelques mois, moi, je n'imposerai pas le contrôle technique aux deux roues. Pourquoi? Parce que la France vit sinistre, c'est pas possible, qu'il y a la guerre en Ukraine, qu'il y a la crise énergétique, et il s'est dit, après une obligation de masque pendant un bout de temps, on ne va pas rajouter une énième obligation. Le Conseil d'État a fait son travail et a rappelé que l'état de droit, ça veut aussi dire la primauté du droit européen. Ça fait partie de l'état de droit tel qu'on l'accepte aujourd'hui usuellement. Ce qui signifie que d'un côté, on a, je suis caricatural, mais sur le fond, c'est ça. On a Emmanuel Macron qui dit, en gros, je suis président de la République, je préside la France tout de même, et un gouvernement prend une décision, mais le gouvernement est contrecarré par le juge français qui applique le droit européen.
Ce qui veut dire qu'on est dans des... Et c'est là où, à mon avis, tout le monde est perdu. Tout le monde est perdu. Parce que chacun peut se renvoyer la balle. Le politique français dira, c'est la faute de Bruxelles, pour aller vite. Bruxelles dira, je suis un État de droit, vous appliquez mes règles à moi. La France dira, en tout cas certains, je n'ai pas à respecter le droit européen parce que je suis moi-même un souverain, c'est-à-dire un État de droit français, et qu'en fait, il y a plusieurs variations là-dedans. Tout le monde n'y comprend rien parce que chacun joue sur les mêmes notions, c'est-à-dire l'État de droit. Est-ce que l'Europe est un meilleur État de droit que la France? J'en ai franchement des doutes. Mais on a accepté depuis 40 ans, et ça c'est vrai, la France s'est engagée à accepter la primauté du droit européen. Donc venir en 2002 ou en 2022 ne plus respecter la primauté européenne qu'on a acceptée consciemment pendant 50 ans, c'est en même temps dénier ses propres engagements. Et là, on a toute la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec du droit qui, à tous les étages, contredit, tempère et nuance des rapports de pouvoir entre d'un côté des politiques et de l'autre côté parfois des magistrats, notamment à l'échelle européenne ou à l'échelle française, qui sont eux-mêmes, et c'est logique, dans un rapport de conformité aux règles européennes. Réaction à ce qui peut être dit sur, et puis aussi sur l'équilibre des pouvoirs. J'ai pas de moto, j'ai pas de trottinette, j'ai un vélo électrique. Donc, en fait, comme le conventionnel et l'européen sont venus après la guerre pour essayer d'éviter qu'un État dérive comme il a dérivé en France pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ça l'origine. Et l'État français s'est soumis volontairement et a contribué à la construction européenne avec des règles qui s'imposent effectivement, mais de par la volonté même de la France. Ce n'est pas quelque chose qui s'est imposé comme ça. Je veux dire, on a signé les conventions. En ce qui concerne les motos, puisque c'est un exemple très récent effectivement que je connais, la France a signé une convention relative au contrôle technique avec deux options, la sécurité routière, qui est quand même un objectif pour tous, c'est-à-dire que nous puissions circuler dans les rues avec un peu plus de sécurité sur les routes, et la pollution, qui sont quand même deux objectifs assez partagés quand on en discute quand on en discute entre nous. Et à un moment donné, pour des raisons politiques, le président de la République a décidé que ce n'était pas le moment, que ce n'était pas opportun. Mais on avait déjà signé ce règlement européen. Et le règlement européen prévoyait des mesures proportionnées dans un délai particulier. Les mesures n'ont pas été considérées comme proportionnées par le Conseil d'État et le délai a été dépassé. Donc effectivement, le Conseil d'État a fait le job et a dit non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas postponer en plus. Que le Conseil d'État soit instrumentalisé pour faire passer une décision qui politiquement est compliquée à un moment donné, peut-être. Qu'on puisse considérer que l'Europe n'a rien à faire là-dedans et que l'on devrait pouvoir prendre des décisions comme on veut, peut-être. Mais à un moment donné, quand on a signé un engagement, on a signé un engagement. Et l'état de droit, c'est la soumission du plus faible au plus puissant à la règle commune. Et la règle commune, c'est celle qu'on a souscrite quand il s'agit d'engagement européen. Qu'à un moment donné, le politique, le législateur, qui a souscrit à ces normes, qui a souscrit aussi, par exemple, le contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel, qui, de plus en plus souvent, on a les 10 ans de la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, c'est une règle qui permet à quiconque qui est concerné par un texte ou dans n'importe quel procès de dire cette règle n'est pas constitutionnelle, je demande que le Conseil constitutionnel soit saisi. Et s'il est saisi, il va peut-être dire que la loi n'est pas constitutionnelle. C'est des décisions qui ont été prises pour, enrichir la démocratie et faire en sorte que l'égalité du citoyen devant la loi soit parfaite. Vous savez bien qu'elle n'est pas parfaite parce que l'aide juridictionnelle, parce que les moyens de la justice, parce que selon qu'on est faible ou puissant, on est quand même dans une réalité qui est complexe. En France, c'est une réalité sociologique. Mais on ne peut pas dire que c'est de la faute à l'état de droit. On dit peut-être que c'est une absence de prévisibilité ou de vision de ce qu'on veut de l'Europe. On ne peut pas dire d'un côté, je vais faire la leçon au monde entier en disant que la France est la patrie des droits de l'homme et que la France s'inscrit dans une optique de diminution du danger sur les routes ou de diminution de troubles à l'environnement, et de l'autre côté dire, mais pour moi ça ne va pas s'appliquer parce que là, ce n'est pas le moment. Parce que c'est un peu ça pour cet exemple. Donc, en fait, loin de moi l'envie et la possibilité de dire que c'est facile de gouverner. C'est quand même la chose la plus complexe et on ne peut que remercier tous les jours les gens qui s'engagent dans la politique et qui sont nos représentants, nos députés, nos sénateurs, nos maires, nos ministres. Bien évidemment que c'est quelque chose d'extrêmement difficile.
Mais la cohérence de la chose, je vois une dame qui fait oui, je pense que c'est très difficile. Mais la cohérence de la chose, c'est quand on a souscrit à des engagements, on doit les respecter. La difficulté de la chose, c'est que c'est cette imprévisibilité, c'est-à-dire qu'on finalement, est-ce qu'on sait au moment où on s'engage ce que ça va porter pour l'avenir et est-ce que surtout on le maîtrise? Alors, on va passer à une autre partie du sujet qui concerne la corruption, la lutte contre la corruption est consubstantielle de l'état de droit. On sait que depuis les années 90, de nombreuses affaires politiques, politico-économiques assez scandaleuses deviennent des objets judiciaires publics. On pense évidemment aux affaires d'écoute, de financement tortueux, enfin il y en a beaucoup, avec une tendance des juges à reprendre davantage qu'avant les écarts des politiques. Alors cela limite évidemment les processus de corruption, mais le politique se plaint, à tort ou à raison, ça vous pourrez me dire, de son incapacité d'agir grandissante. Ça reprend un peu la phrase extraite du rapport du Sénat que j'ai cité en introduction, donc leur incapacité grandissante d'agir, pris par la crainte de contrevenir à des règles complexes et sujettes à interprétation. On a pu voir par exemple pendant la crise du Covid un championnat quand même assez remarquable d'ouverture de parapluie par le gouvernement, c'est-à-dire qui faisait les règles les plus contraignantes pour surtout ne pas se retrouver devant le juge une fois que la crise serait terminée. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne sais pas qui souhaite répondre en premier. Vous voulez continuer? Alors, je ne parlerai pas du Covid puisque ça fait partie de ma compétence. Déjà, ça, c'est fait. Ma compétence en tant que présidente d'une instruction. Je pense que la manière dont les choses sont posées mérite peut-être un petit réajustement. Il ne s'agit pas pour les politiques de savoir comment ils vont pouvoir continuer à être corrompus, bien évidemment. Ce n'est pas le sujet de la corruption, c'est le sujet de l'action politique et de la judiciarisation. Le législateur a créé le pôle national financier, qui est compétent, voire qui est critiqué. Les juges sont critiqués pour tout, ils sont trop laxistes, trop sévères, trop rapides, trop lents, trop politiques, trop pas politiques, trop à gauche, trop à droite, trop au centre. Donc là, vous pouvez me regarder, je plaide coupable. La question c'est, peut-être, au travers justement de la compétence de la Cour, des juridictions qui sont spécialisées pour traiter des sujets, des faits qu'on peut reprocher au ministre dans l'exercice de ses fonctions, des immunités qui existent ou qui n'existent pas, est-ce que le politique peut être soumis au droit commun? Et si oui, est-ce que ce n'est pas incompatible avec l'action du politique? Est-ce que ça n'entrave pas? Et sinon, est-ce que ce n'est pas incompatible avec l'égalité de tous devant la loi? Quand vous êtes ministre et que vous prenez des décisions, si le lendemain matin vous faites l'objet d'une perquise, d'une garde à vue, d'une audition, etc., on peut se dire mais c'est complètement fou, quoi. Le politique il fait le job, le ministre il fait le job, et ensuite il se retrouve embêté par les juges. Alors ça tombe toujours la veille d'une élection, la veille de ceci, de cela, parce que le calendrier judiciaire, c'est le calendrier judiciaire. Donc c'est ça. La question c'est est-ce que la justice qui est applicable à celui qui agit politiquement est adaptée? Est-ce qu'il ne faut pas trouver des accommodements? Mais est-ce que c'est compatible avec ce principe d'égalité? Je n'ai pas de réponse. Je dis juste que c'est beaucoup plus complexe que les oukases politiques corrompus. Allons-y. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est l'action publique, elle appartient à qui? Normalement, c'est le procureur de la République qui fait les procédures. Sauf qu'en France, on a la possibilité, les associations ont la possibilité de mettre en mouvement l'action publique, de saisir le juge d'instruction eux-mêmes, mais si le procureur ne le veut pas, parce qu'on appelle la plainte avec conscience participative, avec saisie du juge d'instruction. Et donc, n'importe qui peut à un moment donné se retrouver mis en examen, notamment en droit de la presse, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est un droit spécialisé, parce que une association, une personne a fait cette procédure. Donc, effectivement, quand le politique dit je ne vais pas renvoyer un ministre parce qu'il est mis en examen, alors qu'il est mis en examen sur plainte avec conscience participative, ça se discute. Évidemment que ça se discute. Donc, en fait, c'est plutôt les automatismes qui sont à proscrire et les phrases toutes faites qui méritent d'être réfléchies.
L'action politique, elle a besoin de temps, elle a besoin de réactivité. Le temps de la justice est un temps différent et il obéit à des règles qui sont différentes. Donc tout ça est effectivement assez subtil, c'est un mécano assez subtil, qui fait que ce qui est sûr, c'est qu'à un moment T, quand un ministre, un député, un parlementaire est mis en cause et qu'il n'est pas content, il va aller le crier sur les réseaux sociaux et à la télé, parce qu'il a la porte ouverte. Et en face, le juge, il a le devoir de réserve, donc il ne va rien dire, sans ça on va le virer de son dossier. Mais c'est pas terrible de le virer de son dossier, même si. Voilà. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que le politique puisse agir et que le judiciaire puisse travailler. Réaction, Guy Bénessa. Moi, je pense profondément que le Covid, pour revenir à votre question initiale, est-ce que le Covid a témoigné d'une. Vous avez dit qu'on avait sorti des parapluies. Oui, un championnat d'ouverture de parapluies. Un championnat d'ouverture des parapluies. Si tel est le sentiment que vous avez eu, à mon sens, c'est parce que nous avons là, je dépasse le strict cadre de la perspective juridique des choses. Mais globalement, à mon sens, le débat est extrêmement simple. Les politiques sont ni plus ni moins des arroseurs arrosés. Ça fait environ 40 ans qu'ils nous expliquent que la transparence est l'objectif ultime du cadre politique, contre les agissements à l'ancienne qui étaient opaques, pas bien, etc., et la litanie d'adjectifs qualificatifs qu'on peut utiliser. Loin de moi de faire de valoriser l'omerta et la puissance du secret, c'est pas ce que je dis. Mais on ne peut pas à la fois se faire le champion de la transparence à tous azimuts et s'étonner que lorsque le Covid frappe et qu'il y a justement un besoin de compréhension de la part de la population qui est terrée chez elle et parquée comme du bétail, si concrètement ces gens ou non sont satisfaits de la politique qu'elle leur est infligée. C'est un jeu de balancier qui est parfaitement naturel. Je veux dire, et il y a une chose qui m'a frappé durant le Covid, je fais juste une petite incise, mais je me rappelle qu'en première année de droit, je crois, il me semble, j'avais appris à l'époque une chose toute simple, qui est quand même que l'État a le monopole de la violence légitime. La vieille citation de Max Weber qu'on apprend en première année de droit, ou même peut-être en terminale en philo, je ne sais pas. Vu l'état des terminales en France, je ne sais plus, mais en tout cas, on est censé l'apprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le Covid a montré exactement ça. On s'est rappelé tout d'un coup que l'État dispose effectivement du monopole de la violence légitime, que c'était lui le souverain. Tout d'un coup, le souverain a dit pour rester chez lui, pour sauver des vies, accessoirement. Et donc, là où je veux en venir, c'est qu'il y a eu tout d'un coup la résurgence d'un État fort, on va dire, de la puissance de cette violence-là qui inflige ni plus ni moins un coup de canif dans l'une des facettes de l'État de droit qui est la liberté de circulation, vieille liberté, qui a disparu, qui a été mise en suspension quelque temps, puis il y a eu tout un tas de débats sur la liberté du commerce et de l'industrie pour les restaurateurs. Je ne vais pas refaire le monticule de choc qui a eu entre les libertés, entre guillemets, et les obligations sanitaires. Et au même moment où la violence légitime a tout d'un coup frappé à l'heure de grande écoute, on a tous été devant la télé, on l'a observé, à ce moment même, il y a eu évidemment un besoin de transparence, puisqu'on voulait comprendre par la suite qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et c'est là où, je pense, le bas blesse, c'est que le politique, quand je dis arroseur arrosé, le politique chante les louanges de la transparence depuis 40 ans, a validé sa propre déchéance en quelque sorte en mettant le doigt dans un engrenage souvent de conventions de traités auxquels il ne comprend plus rien lui-même. Donc au bout d'un moment, comme l'histoire des motards, il se rend compte que finalement, il faut respecter une décision qu'il avait lui-même signée, comme par hasard, et qu'évidemment, tous ces paradoxes se sont révélés à grandeur nature parce que tout d'un coup, les Français étaient parqués chez eux et pouvaient légitimement se demander petit à petit, au gré des mois qui passent, quel est le sens de l'action politique. D'habitude, chacun d'entre nous sommes perdus dans notre vie active, je veux dire, que ce soit les retraités, professionnels, libérales, cadres, ce que vous voulez. On a tous un métier ou d'activité qui rend impossible le fait de prendre du temps. Tout d'un coup, ce conflit-là, à l'heure de grande écoute, était regardé par tout le monde, partout et tout le temps. Ce qui fait qu'évidemment, j'ai envie de dire, pour une fois, il était difficile de mettre la poussière sous le tapis. Donc, on a eu des règlements de compte, etc. Mais tout ça pour dire que, cette question de la transparence, à mon avis, c'est de l'arroseur arrosé, c'est clair. Et de deux, je pense ensuite, ça c'est un débat philosophique, mais à mon sens fondamental. Quand j'étais je me rappelle, je vais raconter ma vie, mais j'ai fait des études de droit et des études de philo en même temps. Dieu soit loué pour moi.
Parce qu'en droit, on apprend des choses tout simplement fausses. Pas fausses de A à Z, mais souvent fausses. Exemple typique, première année de droit, je tairai l'excellent prof pourtant que j'avais en cours, j'ai appris à l'époque que l'état de droit, c'était une séparation des pouvoirs entre 3 pouvoirs. Exécutif, législatif et judiciaire. Leçon, première année de droit, ou à peu de choses près. Et tout d'un coup, vous mettez le nez dans les textes qui sont cités, c'est-à-dire Montesquieu, etc., vous allez en philo, et vous apercevez que Montesquieu lui-même dit non, pas du tout. Il y a 2 pouvoirs et une autorité qui fait arbitre. Et qui a justement une hiérarchie entre celui qui décide et celui qui arbitre. Et là, vous retrouvez, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est des petites nuances qui, à force d'être gommées, fait qu'on ne sait plus de quoi on parle. Résultat des courses, à force de grignotage, de nuances oubliées, etc., c'est une longue histoire, on va dire, mais résultat des courses, ces petites nuances hiérarchiques font que, en fait, à mon sens, tout le monde y perd. Pourquoi? Parce que le lexique se perd, le politique trouve matière à rejeter sur les juges sa propre incurie, et résultat des courses, on ne sait plus, au fond, de quoi on parle quand on parle d'état de droit. Et tout se corrompt, c'est un espèce de lexique général des termes usités et j'allais dire, qui sont perdus petit à petit. Alors, vous avez parlé de philosophie. Votre livre est effectivement assez philosophique, disons. On va continuer un peu dans ce domaine-là. Est-ce que l'un des points communs de l'état de droit et de la judiciarisation pourrait être le primat donné à l'individu, à sa liberté, contre les dérives pesantes de la communauté, du collectif, de la société? Et dans quelle mesure le rapport de force, s'inversant peut-être, alors ça, bon, c'est une question un peu de société, disons, pourrait dissoudre les appartenances communes, les structures anthropologiques? On pense ici évidemment à la mode actuelle pour le changement de genre ou de sexe qui devrait être beaucoup plus simple à effectuer, si le droit de l'individu en vient progressivement à primer toujours davantage, on va dire, sur l'intérêt général et la communauté. Vous voulez commencer? On pratique l'alternance. Allez-y. C'est vrai que on vit une disparition du collectif. C'est très important d'avoir une vision du collectif, une vision du sens de la patrie, du sens des valeurs. Et la revendication de l'individu, de l'individualisme, c'est-à-dire pas de l'individu, paraît primer tout. C'est ce qu'on demande. Moi, j'ai le droit de. Alors, on vous expliquera, mais vous avez aussi des devoirs. Et ça se ressent aussi dans les structures que je connais, c'est-à-dire les ordres des avocats. J'en parlais tout à l'heure avec mon voisin de droite, c'est-à-dire qu'on a une revendication de pouvoir dire, par exemple, n'importe où qui on est, quelles sont ces manifestations de conviction. On veut pouvoir afficher ces manifestations de conviction partout, y compris devant les juridictions quand on est un professionnel. Et je pense que c'est pour ça que je suis très admirative des gens qui s'engagent pour le collectif, que ce soit des politiques, même si des politiques, quels que soient les partis, les syndicats ou les associations, on a besoin de porter ces valeurs, et c'est vous et c'est nous qui pouvons les porter. L'individu n'est pas l'État, l'individu n'est pas tout. Et moi, ce que je pense, c'est que ce que vous faisiez un lien tout à l'heure entre la déchéance et la transparence. La transparence n'est pas un problème quand elle est au service d'une vision. Elle est un problème quand elle est au service ou quand elle est instrumentalisée par des individus qui pensent qu'au moment où l'événement se produit, que ce soit un événement comme on l'a connu il n'y a pas tellement longtemps ou d'autres événements, c'est d'abord moi qui compte. Vous constatez une montée d'individualisme dans les tribunaux, y compris c'est-à-dire que la confrontation de l'individu avec la justice est toujours une confrontation de la loi, donc de l'intérêt général, avec une manifestation particulière. Ce qui est symptomatique, c'est la volonté de l'individu, le sentiment qu'on a aux audiences, c'est que l'acceptation de la loi est quelque chose de moins en moins évident. C'est-à-dire que la loi est illégitime dès lors que la loi s'applique à moi. La loi est illégitime dès lors qu'elle est susceptible de m'entraver, même si j'ai fait quelque chose de mal.
tous les jours. Vendredi, j'étais à l'audience. J'avais une personne qui a conduit sans permis, en état alcoolique, qui a blessé grièvement quelqu'un, qui a recommencé. Donc à la fin, il se retrouve en détention provisoire. Et la plaidoirie ne vise pas à expliquer qu'il est dans l'erreur et qu'il va tenter de s'amender, mais que la loi est illégitime et quand elle s'applique à lui, elle est disproportionnée. Et en fait, la notion de proportionnalité, qui est une notion extrêmement intéressante et qui est très utilisée par les juridictions, y compris la Cour de cassation, est une notion qui s'inverse quand elle est mise au service de l'individu. Et on retrouve de plus en plus ça. C'est pour ça que le politique, de par son action et son engagement, doit aussi donner l'exemple. Et moi, ce que je regrette en tant que magistrat, c'est que le discours, le verba, les langages, comme on dit, sont souvent... dès lors que ça ne s'applique pas à moi, c'est légitime, il faut respecter la loi. Si ça s'applique à moi, c'est scandaleux, le juge il est politisé. On a un problème donc une montée de l'individualisme et une disparition de la valeur du collectif et de l'exemple. Sur cette question qui est effectivement centrale aujourd'hui, avec la question de l'individualisme, où elle dépasse et de très très loin la question du droit. L'atomisation et la disparition des structures traditionnelles est phénoménale et va à une vitesse absolument invraisemblable. Je me rappelle personnellement que j'avais presque jamais entendu parler de wokisme avant de rentrer dans le Covid, et qu'on est sorti du Covid et que le wokisme était le seul sujet que la France connaissait depuis environ 40 ans. Donc l'inversion était assez... Peut-être que vous pouvez dire ce que c'est que le wokisme, tout le monde ne sait pas forcément. Wokisme, Une ânerie américaine. Une ânerie américaine. Oui. Alors, Pour préciser. Oui, alors monsieur le maire, vous êtes moins dans leur tort. Le problème, c'est que cette ânerie américaine repose sur une base intellectuelle extrêmement travaillée et qu'on risque d'en souper pendant quelques décennies. Mais bref, sur cette question, deux éléments que je voudrais mettre en avant, qui sont voisins en réalité de cette question wokiste. Je m'explique. On a tendance à dire effectivement que l'individu roi fait de plus en plus la loi, en quelque sorte, et que c'est le cas de le dire d'ailleurs, et qu'il y a une poussée à ce que chacun estime son droit légitime et veuille en obtenir satisfaction. Alors, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est une évidence en termes de sociologie, je veux dire, mais je prends un exemple qui me semble-t-il, ne donne pas, souvent ne traduit pas exactement la réalité du monde et la réalité de ce qu'il dit. Lorsqu'on dit, ce qui a été évidemment validé par la Cour des droits de l'homme, la question du changement de genre. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est là où c'est plus intéressant que juste l'écume qu'on en a. L'écume qu'on en a souvent, puis loin d'être fou, c'est de dire, finalement, il y a une question identitaire qui se pose, une question intime, et des jeunes enfants veulent changer de sexe. Et avec la litanie aujourd'hui de débats, de conflits qu'on a et de débats, vous savez, sur toutes les chaînes de télé, on a un débat H24 là-dessus. Mais c'est pas ça le plus intéressant pour moi. Ce que dit petit à petit le droit, c'est pas vous changer de sexe, c'est que vous avez le droit de changer et de rechanger de sexe. Ce qui veut dire que c'est la liquidité de l'être humain. Vous pouvez demain devenir le contraire et redevenir à nouveau le stade initial tel un gaz. Vous n'avez aucune limite. Théoriquement, c'est fondamental. Et c'est là où cette question juridique, elle est fondamentale. Ce n'est pas rien. L'individu demande à être tout, son contraire, et à nouveau son contraire. C'est la sanction même d'un individu libre, d'une personnalité qui est prise dans une absence de périmètre. C'est le sujet libre dans son sens le plus absolu. Pour aller encore plus loin, et évidemment, je tire une fusée très rapide, mais imaginez une évolution technique fondamentale. Rien ne pourrait imaginer qu'un individu, dans 30 ans, réclame le droit de devenir un cheval. Puisque techniquement, pour l'instant, la limite, c'est l'espèce. Mais si l'espèce n'a plus de limite, vers quoi est-ce qu'on va, j'en sais rien. Ça me ramène juste, et je donne un exemple d'actualité pour tout le monde, vous allez bien comprendre. Regardez, allumez la télé, vous rentrez chez vous, vous allumez la télé. Le lexique employé dans la vente des voitures en ligne. Vous savez, les ventes de voitures, la nouvelle Lexus, la nouvelle Toyota, la nouvelle... Le seul mot qui prime la vente de voitures, c'est le terme d'hybridité. Vous achetez des véhicules hybrides. Parce que le terme utilisé, c'est ça, c'est l'hybridité du monde. Nous sommes des organismes liquides. Premier élément qui est épouvantable, mais c'est une tendance. Deuxième élément, il a été dit tout à l'heure par ma voisine, justement, que l'état de droit, c'est aussi l'évolution des jurisprudences, des changements, des fameuses questions des changements de jurisprudence.
Et c'est bien là le problème. C'est que ce que je dis là, sur la question du changement de genre, c'est, pour être précis, c'est le changement de sexe à l'état civil sans opération chirurgicale préalable. C'est exact. Je m'identifie tout simplement, donc j'ai droit. Quoi. Je m'identifie, j'ai droit, et sans même changer de sexe au sens de l'opération, au sens scientifique, médical, je peux changer de sexe. Ce qui m'intéresse là-dedans, j'ai dit d'une part, c'est cette question de la liquidité du monde, on va dire, et d'autre part, c'est aussi le fait que ces jurisprudences-là viennent dans des moments de contraction sociétaux et sociaux qui fait que les débats de société infusent. Qu'est-ce qui fixe, au sens général, une bonne ou une mauvaise jurisprudence? Évidemment, le fait que le juge l'apprenne. Mais que les gens se posent la question de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise jurisprudence, c'est un débat fondamental qui mérite d'avoir lieu. Si vous prenez les États-Unis, aujourd'hui, on a une Cour suprême conservatrice, très conservatrice, largement composée de juges choisis par Donald Trump. Mais cette Cour rend des arrêts qui, quand vous les lisez de A à Z, j'ai fait la chose, j'ai passé quand même 6 ans de ma vie sur le droit américain, les arrêts actuels de la Cour suprême sont loin d'être très mal rédigés. Je ne dis pas par là que c'est légitime. Je dis par là que l'état de la jurisprudence des juges conservateurs américains mérite d'être en tout cas étudié avant d'être jeté aux orties. C'est pas pour autant qu'il faut faire de l'apologie du tout de la jurisprudence réactionnaire. C'est bien comprendre qu'on a aujourd'hui des débats sociétaux qui réclament de faire des études approfondies et de ne pas tout balancer le bébé avec l'eau du bain. Sinon, tout le monde est perdant. Et on ne va plus discuter de rien parce qu'il n'y a plus de monde en commun. Il n'y a que des courants minoritaires, des poussées minoritaires, des poussées individuelles, mais il n'y a plus de monde commun. Et ce que je constate, c'est que tout ça, c'est la disparition presque inéluctable d'un monde commun. Pour poursuivre sur ce sujet, est-ce que vous savez, je pense que vous serez d'accord, parce que vous avez commencé déjà à en parler, est-ce que la judiciarisation et l'état de droit sont les tournures que prennent ces deux notions, en tout cas, sont un énième symptôme de l'américanisation des sociétés d'Europe occidentale? On sait que la contractualisation toujours accrue de l'intime et de la lutte pour les droits des minorités sont des phénomènes enracinés aux États-Unis. On pense au mouvement woke, dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors que dans le même temps, les USA, ça aussi vous le dites dans votre livre, les États-Unis n'ont pas hésité à s'opposer apparemment au principe de l'état de droit en prenant des mesures drastiques de protection du territoire après les attentats du 11 septembre 2001 et en exprimant leur souhait, a priori paradoxal, d'exporter cet état de droit par la guerre. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? On est sur peut-être la question porte précisément sur les États-Unis ou sur l'état de droit en général? Comme vous voulez. Ce que j'observe, c'est que ça, je ne vous cache pas que ça a été pour moi passionnant. C'était certainement une belle année. Depuis, c'est un petit peu changé. Le travail de cabinet perd beaucoup moins de temps pour la simulation. Maintenant, vous êtes en immobilier. Notamment en droit immobilier. Il a osé vous dire, en fait, c'est un avocat spécialiste en immobilier. Vous imaginez le truc, construction immobilier. Ce que j'ai constaté à l'époque, j'ai passé pas mal de temps sur la question américaine et la question terroriste, c'est que les Américains sont un laboratoire en matière d'état de droit. Un laboratoire. Ils sont capables du pire et du meilleur. C'est-à-dire que ils n'ont pas, et c'est certainement la particularité d'un État comme cela, les Américains n'ont pas le trou noir que nous avons de 39-45. Ils n'ont pas le trou, ce qu'ils disent eux-mêmes, ils appellent ça le trou noir juridique. Il y a beaucoup d'articles là-dessus. Ils n'ont pas eu ce moment fondateur, ou plutôt déconstructeur possible, mais ils n'ont pas dans le rétroviseur un moment épouvantable qui constitue, si vous voulez, le point de rupture du droit. Ils n'ont pas connu ça. Ils ont évidemment des périodes extrêmement critiquables, je ne dis pas le contraire, mais ils n'ont pas, dans le rétroviseur, une période historique qui est l'ensevelissement de l'état de droit, ou la disparition de l'état de droit, ou la déconstruction de l'état de droit. Parce que c'est plutôt ça le régime naziste, c'est une déconstruction par petites touches du principe de l'état de droit. Donc, ils ont, après le 11 septembre, un type de réplique bien plus, on va dire, libéré de ce qu'on appellerait chez nous politiquement correct. Loin de moi l'idée de dire que tout ce qu'ils ont fait c'est bien. Alors là, je ne défendrai jamais Guantanamo ni quoi que ce soit. Par contre, ils ont une façon d'avoir mis dans le débat tout le pire et le meilleur. Je m'explique, et vous allez voir tout de suite, j'ai passé 6 mois à lire une pelletée de livres qui s'appelait des choses aussi invraisemblables que légaliser la torture. Ce qui paraît totalement invraisemblable. Évidemment que c'est invraisemblable. Mais vous voyez des juristes qui se coltinent des sujets horribles et qui essayent de comprendre comment est-ce qu'on navigue là-dedans. Alors évidemment, pour justifier le pire, on est d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une espèce de débat sur tout
qu'on met tout ensemble et dont on discute librement. Alors, avec le pire, qui côtoie le meilleur, c'est vraiment pas le débat. Cette façon de faire, et c'est ça qui est curieux, a à la fois permis le pire, c'est-à-dire Guantanamo, qui était la réponse qui, globalement, n'a servi à pas grand-chose, et maintenant, c'est le point de rupture de l'État de droit à Guantanamo, ni plus ni moins. Et aujourd'hui, on se rend compte, 20 ans plus tard, que d'une part, ça n'a pas servi à grand-chose, et d'autre part, on ne pourra jamais le fermer. On ne pourra jamais le fermer parce qu'en fait, Guantanamo aujourd'hui, il y a encore 4 gus qui s'y trouvent, et ils s'y trouvent parce que les ministres successifs eux-mêmes disent clairement qu'on ne peut pas les laisser sortir, parce que s'ils sortent demain, ils recommencent. Mais les dizaines et dizaines de gens qu'on a agglutinés à Guantanamo, ça n'a servi à pas grand-chose. Par contre, il y a une catégorie d'ultra-radicaux qu'on ne pourra jamais laisser sortir. Ça, c'est la réponse, on va dire, la plus connue de la chose. Mais pour revenir à l'état de droit sur les États-Unis là-dessus, c'est qu'en même temps, donc, il y a ces espèces de débats un peu fous, où tout est mis sur la table, et en même temps, ce sont eux qui, aujourd'hui, sont, j'allais dire, sur un tout autre domaine, un aussi mauvais exemple, un contre-exemple absolu, sur la légalisation, sur la contractualisation du monde, et sur, en gros, je vais vite en besogne, mais sur la lumière jetée par le droit sur la chambre à coucher. Oui. La lumière jetée par le droit sur la chambre à coucher. Sur l'intime. Sur l'intime, exactement. C'est-à-dire sur la définition de nouveaux espaces vierges ou impurs. Le droit américain est partagé par cette problématique aujourd'hui. Alors évidemment, je ne vais pas faire la litanie de tous les débats sociétaux qu'on a, mais il est évident que cette poussée-là est enregistrée par le droit américain, parce que, comme je le disais, c'est un laboratoire. Pour le meilleur, pour le pire, il y a quelque chose comme quelques années d'avance. Et on voit venir petit à petit ce qui chez eux est déjà advenu. Ça m'a frappé parce que quand on a eu le débat sur le Bataclan, moi je venais de terminer ma thèse quelques années plus tôt, on parlait de Guantanamo à la française, et de temps en temps certains politiques français osent encore le rappeler. Premier débat. Aujourd'hui, en France, on entend énormément parler de problématiques sociétales et de questions de genre, de changement de sexe via le droit, qui viennent, il y a quelques années, aux États-Unis de la même façon. C'est un phare pour le meilleur et pour le pire, voire plus qu'un phare, une catastrophe pour le meilleur et pour le pire, qui arrive petit à petit avec quelques années d'écart. D'où l'intérêt de se projeter souvent sur le droit américain et de comparer avec ce qui va arriver peut-être chez nous. Une réaction à Sylvia Azroti et à Rieux. Je pense qu'on se compare aux droits des autres pays européens et aux droits des autres pays. Je ne suis pas certain que tout arrive des États-Unis. En France, les 3 piliers du droit, par définition, ça vient aussi de la première ligne droit, j'ai quelques souvenirs, c'est la famille, la propriété et le contrat. La famille évolue et on le sait et on le voit sous les poussées peut-être individualistes. La propriété, elle est contestée. Et en fait, on a quand même des retours vers la protection de cette propriété, et le contrat évolue aussi de manière plus ou moins complexe parce qu'il doit s'adapter à la mondialisation et aux nécessités du commerce. Ce que je dis en fait, c'est que la seule question finalement qui se pose, c'est celle de l'efficacité. De quoi on a besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui est efficace? Comment le droit pourrait être plus efficace pour nous, c'est-à-dire assurer l'égalité, la prospérité, etc. Donc faire des choix qui sont des choix politiques à mon sens. Et ces choix politiques peuvent aussi s'inscrire dans une réforme, dans une refondation du droit ou de la justice, puisqu'on en parle beaucoup suite aux États généraux de la justice, qui a fait quand même un constat assez implacable de la situation très de déréliction dans laquelle se trouve la justice, et ça on ne peut pas s'en satisfaire. Ensuite, ce qu'on se constaterait aussi, mais c'est beaucoup plus personnel et c'est lié à mon expérience, c'est que quand on est magistrat, on voit beaucoup de souffrance, on voit beaucoup de gens qui sont extrêmement pauvres, qui vivent des situations incroyables de peur, de terreur, de pauvreté. Et dans ce cadre-là, moi qui ai aussi été, parce que j'ai fait beaucoup de fonctions au parquet civil, donc j'ai des audiences de changement de sexe, comme on me dit, on ne peut pas non plus... la famille, c'est extrêmement important, puisque c'est une des valeurs de notre société, c'est ce qui constitue la cellule primaire, et elle doit être absolument protégée, quelles que soient les formes. Je n'ai pas d'option sur la forme idéale ou pas. On est dans une civilisation judéo-chrétienne, on a plutôt un modèle, et c'est important. Mais je ne veux pas, de manière très théorique, passer sous le silence. Je n'ai pas eu de mineur, heureusement, mais j'ai été aussi juge pour enfants. La souffrance de ces gens qui se vivent autrement. Et je trouve que les réponses de l'humanisme et les réponses d'humanité qui sont données
et qui ne portent pas atteinte à la structure, qui ne portent pas atteinte au collectif, qui donnent des droits qui sont peut-être contestés par certains ou contestables, je n'en sais rien. Dès lors qu'on peut les donner sans porter atteinte à la société, je trouve ça bien. On ne peut pas non plus faire l'impasse sur la réalité de certaines souffrances. Ce que je regrette, c'est que, et pour moi c'est le point principal, et je crois que les avocats avec lesquels j'échange sont assez d'accord avec ça, c'est que l'accès au droit soit plus compliqué pour certains que pour d'autres. C'est les inégalités moi, qui me choquent, et ce n'est pas forcément un problème politique. Tout le monde est conscient que l'aide juridictionnelle, que l'accès au droit dans sa complexité, que l'accès au juge, c'est un sujet. Donc, selon vous, pourquoi ces inégalités d'accès au droit? Quelles sont les principales? Question d'argent. C'est une question d'argent, oui, vous avez raison, monsieur le député. C'est vraiment une question d'argent. Voilà, quand on est à l'aide juridictionnelle, et ça, c'est les principes. L'aide juridictionnelle, c'est bien, c'est que quand on est en deçà d'un certain niveau, on a un avocat qui est payé par nous, par les impôts, par la société. Quand on est fonctionnaire, on a, si c'est dans l'exercice de fonction, ce qu'on appelle la protection fonctionnelle, c'est-à-dire la possibilité d'avoir ses frais pris en charge. Quand on est responsable d'une société, on peut avoir aussi la protection, dans certaines limites bien évidemment, et en fonction de l'infraction de son employeur. Et puis quand on est cette classe moyenne qui a des problèmes ni riches ni pauvres, qui a des problèmes très personnels, un divorce, etc., on va tenter de faire des économies, peut-être en ayant un divorce enregistré par un notaire ou autre chose. Et là, c'est pas forcément la bonne solution. On est en tout cas dans des difficultés. Je crois que ces jours derniers, à l'occasion de la journée de lutte contre la violence faite aux femmes, on a parlé du coût d'un procès pour une personne qui était victime de violences conjugales. Alors c'est un sujet à la mode, je suis d'accord, et il y a des outrances, il y a des choses avec lesquelles on peut ne pas être d'accord. Mais ce sur quoi on peut travailler, c'est ça, c'est un accès aussi pour les classes moyennes. Parce que ce qui fait la richesse d'un pays et ce qui fait la démocratie, à mon sens, c'est la force des services publics, la force de la justice, la force des services de médecine, la force des services publics, parce que c'est la richesse partagée, et la puissance de la classe moyenne. Si on perd ces deux choses-là, on perd tout. Et par rapport à ça, c'est-à-dire l'individualisme, peut-être aussi l'extrémisme religieux ou des choses comme ça, si on n'a pas ces forces-là, on est beaucoup plus fragile. Et donc, je relierais l'état de droit à la force de ce qui a fait la puissance de la France finalement et de nos démocraties libérales, c'est la force de la classe moyenne et la force de nos services publics. Sans oublier que les services publics, c'est d'abord un service au public. Et que la police, puisque la police aussi est remise en cause parce qu'on dénie le monopole de la violence légitime à l'État, la police, c'est aussi ceux qui gardent notre paix, les gardiens de notre paix. Alors, pour poursuivre sur ce sujet, comment, selon vous, on pourrait rendre la justice plus accessible, plus lisible? Comment on pourrait démocratiser davantage l'accès à la justice sans que ça profite aux plus malins ou aux plus riches? Selon vous, quelles pistes on pourrait avoir? Simplifions. Comment simplifier? Vous allez développer un peu. Allez-y. Non, mais bon, c'est... Parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle souvent. Franchement, vous rentrez dans un tribunal, vous ne pigez rien. Déjà, vous n'arrivez pas à trouver les salles d'audience. Donc déjà, la chambre d'instruction, c'est quoi? La chambre de la famille, c'est où? C'est pour ça que je parlais exactement de l'État dans l'État, c'était dans ce sens-là. Mais oui, je sais bien. C'est-à-dire la complexité de saisie. Mais je vais peut-être plus d'accord avec vous. C'était presque ma sidération en tant qu'avocat de découvrir tout ça moi-même il y a 6 ans. Alors, on a quand même fait des efforts avec des maisons de justice, des structures qui donnent des informations. Mais maintenant, les informations, elles sont données par Internet. Et il y en a qui n'utilisent pas Internet. Il y a des personnes qui n'ont jamais utilisé l'ordinateur et qui ne les utiliseront jamais. C'est comme quand vous faites vos déclarations d'impôts, vous êtes obligé de passer par Internet. Mais déjà, il y en a qui abandonnent avant même d'avoir commencé parce que c'est compliqué. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir de l'humain, en fait. C'est de l'humain pour expliquer les choses. C'est normal que la justice, elle soit technique, parce que c'est technique. Parce que le droit immobilier, franchement, ou le droit de la construction, déjà, pour comprendre les garanties décennales, comment ça marche, il faut quasiment avoir fait 3 ans de droit. Mais
La technicité n'est pas forcément une honte. Les ingénieurs, ils sont techniques, personne ne leur reproche. Les médecins, ils sont techniques, personne ne leur reproche. Et on ne va jamais dire que quelqu'un va arriver, une aide-soignante va faire pareil qu'une docteure ou une chirurgienne. Parce qu'à un moment donné, on disait, on n'a qu'à mettre des gens dans la justice, ça la rendra plus humaine. Mais non, c'est technique, il faut de la technicité. Mais il faut de l'humain pour accompagner. Alors, il faut de l'intelligence légistique pour faire plus simple. Je ne dis pas que c'est facile, parce que plus une société est sophistiquée, plus on a de règles et plus les règles sont compliquées. Il va me couper, monsieur le maire, parce que c'est lui le chef d'orchestre, le maître des horloges. Il est en face de vous. Allez-y, il fait plein de Ne signes. vous laissez pas disturber. Non, mais ça ne marche pas. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est effectivement penser, avoir une pensée système beaucoup plus simple, et donc des réformes, disons, à simplifier, pas de nullité sans tête, enfin, des choses comme ça. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que là, vous allez dire, ça y est, elle est partie dans ces trucs, on ne comprend rien. Et de l'humain, mettre de l'humain, des accompagnants, etc. Ça, c'est vraiment important. Guylain Benessa, pour vous, comment rendre la justice plus démocratique? Est-ce que vous avez une piste au égard de votre expérience? J'aimerais simplement poursuivre ce qu'il a dit. Le paradoxe, vous allez voir, il est extrêmement simple. Il est à la cercle, il est simple. Soit on abandonne cette inflation normative qu'on a depuis des décennies, auquel cas on accepte une bonne fois pour toutes que la jurisprudence, c'est d'ailleurs le juge, c'est à lui de préciser ce que la loi ne peut pas préciser. Et on abolit cette espèce d'inflation où on a une nouvelle règle qu'on invente tous les jours pour pallier, soi-disant, à des trous de la règle. C'est une perspective, une théorie. Ou alors, de l'autre côté, on dit, ok, on continue comme ça, on continue dans la technique, on continue encore plus, et on invente une règle tous les jours parce qu'on n'a jamais assez de règles. C'est aussi simple que ça. Soit on ajoute aux règles, soit on en fait moins. Si on en fait moins, ça signifie que le juge a un rôle fondamental comme en droit anglo-saxon, c'est-à-dire une jurisprudence puissante qui est là pour préciser ce que le texte ne peut pas toujours préciser. Et le problème, c'est qu'en France, en Europe, globalement, on a les deux et on se plaint du tout. On a une influence normative, on critique les juges en même temps. On a une influence jurisprudence, on a une influence normative. Et tout ça fait qu'on a un jeu dans lequel plus personne ne comprend rien. Il n'y a pas deux, il n'y a pas 1000 logiques possibles, il y en a deux, et c'est tout. C'est des traditions juridiques qui ont des siècles, enfin des décennies, voire des siècles, il faut juste les appliquer et trancher. Et le problème, c'est que tout le monde se cache. Parce que moins vous cachez, plus vous choisissez une solution, plus vous vous mettez en porte-à-faux parce que vous prenez la lumière. Donc, chacun s'envoie la balle, et on a à la fois des juges sur lesquels on aime taper, parce que le politique, quelque part, s'en sort bien de cette façon-là, et en même temps une inflation normative, parce que dès qu'une loi est réglée, dès qu'une loi est votée, on a le sentiment d'avoir répondu à une problématique. Et c'est le paradoxe dans lequel on se trouve. Alors, je sais que ça ne répond pas bien à véritablement comment changer la justice. Vous disiez à l'instant, je suis d'accord avec vous, évidemment, le fameux choc de simplification. Mais ça fait 40 ans que j'entends ça, je vous ai pas me dire, mais il faudrait le faire. Et d'autre part, moi je ne cache pas, la seule chose, c'est que je pense, mettre de l'humain, évidemment, il faut. J'ai utilisé une métaphore peut-être, il faut que les Français, que le justiciable n'aient pas un cerveau, et le sentiment qu'il n'est pas toujours à avoir affaire à une nouvelle grammaire. La justice ne peut pas être une grammaire d'une langue étrangère. La justice appartient à chacun d'entre nous. Le fait qu'on rappelle de temps en temps que la justice est rendue au nom du peuple français ne veut pas pour autant rappeler un principe populiste, sordide, selon lequel il faudrait que le juge soit détechnicisé ou la norme détechnicisée. Mais je pense que cette relation directe entre le citoyen et sa justice, c'est un lien fondamental qui s'est totalement étiolé par un monde technologique, un monde savant, technique et plein de choses. On ne peut pas, en 5 minutes, évidemment, arriver Qu'est-ce à... que vous pensez de l'élection populaire des juges, comme ça peut se pratiquer aux États-Unis, je crois? Juste avant, je veux dire que M. Benassa est un menteur, parce qu'il ne peut pas dire que ça fait 40 ans qu'il m'entend, puisqu'il n'a pas 40 ans. Ça, au moins, c'est clair. Oui, c'est vrai. Je ne vous cache pas que je suis arrivé à 11 ans. J'avais 11 ans quand Jacques Chirac a été élu, et ça fait environ 27 ans que j'entends à peu près la même chose tous les 5 ans. Voilà, soyons précis. Voilà, donc effectivement, 27 ans, pas 40 ans. Vous disiez sur la... Oui, sur l'élection des juges, comme ça peut se pratiquer, je crois, aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que c'est plus démocratique, finalement? Tu parles. Alors, d'une part, j'essaie d'être tout à fait honnête là-dessus. Je ne suis pas pénaliste, je ne pratique pas ce volet du droit, et j'ai horreur de mes confrères qui, en 3 minutes, savent tout alors qu'ils ont 2 dossiers par an pénal, ce qui est mon cas. Donc, j'ai un peu de pénal, mais c'est si rare que... Premier élément. Par contre, si je réfléchis purement, là je me permets, en philosophe, on va dire, que j'ai été il y a quelques années, on va dire, je pense que le maintien
de l'élément populaire, le maintien, ne paraît loin d'être pour moi une imbécilité. Très loin d'être une imbécilité. Parce que j'ai le sentiment, globalement, je ne sais pas si je vais répondre exactement à la question, j'ai le sentiment que plus petit à petit, on est en train de supprimer toute forme de médiation entre les citoyens et le pouvoir. Tout disparaît petit à petit. Tout disparaît. J'ai une thèse personnelle, je veux dire que je défends depuis quelques années, qui est un peu déprimante, et j'ai l'impression petit à petit que la démocratie disparaît. Alors on parle beaucoup du référendum, etc., mais qu'en fait, l'élection même, je ne suis pas sûr qu'on va la garder encore très longtemps. Moi, je ne suis pas certain. Ce serait une élection formelle, on votera quelque chose. Mais je suis très sceptique par l'évolution des choses. Mais bon, c'est un autre débat. Ce qu'il y a comme conséquence qui fait du coup que imaginer qu'on n'ait plus de jury populaire du tout me pose problème. Je ne dis pas, alors après je laisse d'ailleurs aux spécialistes donner quelle dose, dans quel domaine, etc. Mais penser qu'il n'y ait plus ça du tout, personnellement, ça m'angoisse un peu. Ça me paraît ne pas aller avec un certain idéal de justice. Pour conclure... En fait, c'est un anarchiste, on ne savait pas que c'est un anarchiste. Non, à dire les juges sont des techniciens du droit, ils ne doivent pas avoir une fonction politique. Les élire sur un programme, ça serait complètement fou. Si on parle du pénal, on a une politique pénale, elle est définie par le gouvernement, elle est déclinée localement par les procureurs de la République et ça me paraît légitime. Je ne rentrerai pas dans le débat sur l'indépendance du parquet. Le parquet est hiérarchisé. Il ne serait pas forcément plus indépendant si les conditions de sa nomination étaient différentes. On doit avoir une politique pénale appliquée sur tout le territoire et déclinée localement, ça me paraît bien. Ensuite, avoir un programme et se faire élire et donc devenir un pouvoir politique, c'est pas forcément, à mon avis, ni dans la tradition, ni tout à fait conforme aux épures de notre démocratie. Les juges ne sont pas les politiques, heureusement, même si de temps en temps on leur reproche des choses. Et ensuite, sur les jurys populaires, c'est le problème de la cour d'assises, mais ce sera l'objet de notre prochaine conférence. Vous avez vu ça? Parfait. Merci à tous les deux. Maintenant, on va passer aux questions du public, si vous le souhaitez. Allez-y, madame. Parlez fort. Oui, bonjour. Confrontée à la justice depuis un certain moment, j'ai été obligée parce que grâce à Internet, on s'aperçoit que ce qui nous arrive en justice arrive aussi à nos voisins. On a été obligé de faire un syndicat des usagers de la justice qui vient d'être fondé. J'ai beaucoup apprécié ce dont vous parlez, sauf que il vous manque l'avis du justiciable, dont je sais que vous n'aimez pas ce mot-là, mais ce justiciable, il n'est pas du tout servi par la justice. Et toutes les histoires que vous racontez, excusez-moi, je vais vite parce que j'avais beaucoup de questions, mais une seule. Toutes les histoires que vous racontez, ce n'est que l'histoire d'une classe de personnes qui ont des bons emplois, bien payés, des députés, etc. Et ils rentrent complètement dans l'abstraction. La réalité disparaît de vos raisonnements. Et quand on arrive en justice, on n'est plus du tout... Alors je suis désolée, je suis obligée d'aller vite, mais moi, le gros problème de la justice, j'étais aussi aux États généraux en tant que citoyenne. Et je peux vous dire que ma voix n'est pas passée alors que c'était la seule voix dissidente. Parce que l'histoire de pas assez d'argent, pas assez de magistrats, moi ce que je voudrais d'abord qu'on résolve, c'est l'histoire de l'erreur du magistrat. Quand le magistrat n'applique pas la loi, quand il fait des erreurs dans son jugement, quand il prend les faits mensongers d'un des avocats, celui que vous appelez les méchants, c'est-à-dire ceux qui savent, comme disait Montesquieu, se servir de la justice pour faire leurs petites affaires. Je pense par exemple aux banquiers qui reviennent des milliers de fois encombrer les rôles des magistrats pour aller chercher les cautions, les dettes, et qui vont à la fin tous se précipiter aux tribunaux aux enchères pour acheter les maisons de ces pauvres endettés. Ou les entrepreneurs, très maltraités par le tribunal de commerce. Un peu plus vite. Non, mais en Votre fait, question. Très maltraités. Et quand on vient voir le procureur et qu'on dit « nous sommes très maltraités par le tribunal de commerce », on nous a fait des jugements qui étaient complètement erratiques. Le procureur, évidemment, du parquet économique et financier, qui fait partie du problème, il refuse nos plaintes.
Donc voilà, nous sommes de plus en plus. Hein. C'est ce que je viens de vous dire, c'est très difficile à entendre. C'est que pour moi, je veux vous parler de l'état de droit. L'état de droit, il n'y en a plus depuis un certain temps. Il faut arrêter de se leurrer. Et cette inflation législative, c'est juste pour cacher la pauvre, parce que c'est pas facile quand on est parlementaire de se retrouver et d'avoir rien à faire. Ouais, non. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai donné ce sentiment d'être hors sol, puisque c'est ce que vous reprochez aux magistrats, ou de cacher le fait qu'il puisse y avoir des décisions qui ne correspondent pas à ce qu'attend une personne. Je n'ai pas de justiciable, je dis citoyen, parce que tout le monde c'est le droit se retrouver dans la justice. Moi, ce que je peux dire, c'est que être magistrat, donc j'ai été juge pour enfants, juge de familial, juge d'application de peine, juge d'instance, j'ai été au parquet, j'ai fait les permanences dans le cadre 24 la nuit, je suis allée sur les cadavres, etc. C'est pas un métier d'abstraction, c'est un métier extrêmement concret, au contact de la misère, de la pauvreté, de la colère. Je dis toujours que c'est quand vous avez face à vous quelqu'un qui a tué ou un participe, donc voilà, c'est le quotidien de la plupart des magistrats. Non, mais il y a le civil, il y a le pénal, il y a le commercial, il y a le truc de mal. Ce que je constate aujourd'hui, et c'est ce que vous dites, et je ne dis pas autre chose, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a le sentiment de ne pas pouvoir être entendu ou d'être mal écouté et d'avoir des décisions qui ne correspondent pas à ce qu'on attend. À la réalité, si vous voulez. Du droit et des faits. Mais je ne peux pas rentrer dans votre dossier ou dans le reste. Ce que je sais, c'est qu'un juge, quand il prend une décision, il a au moins quelqu'un qui n'est pas d'accord, voire les deux qui ne sont pas d'accord, voire personne qui est d'accord, et il y a un appel. Ça se résout comme ça. Mais vous pouvez ne pas être d'accord, c'est ma réponse. Bien sûr. Mais ce que je voulais juste vous dire, mais je ne sais pas si j'arriverai à vous persuader, et ce n'est pas forcément l'objet, c'est que ce n'est pas un métier où on est dans les hautes sphères en train de réfléchir à la marche du monde. J'essaye de le faire aussi au travers d'engagement, mais la réalité du quotidien des 2 audiences que j'ai par semaine, c'est plutôt la violence, la misère et la détention. Voilà. Dans les fonctions que j'occupe actuellement, j'en ai eu d'autres. C'est vraiment tout ce que je peux dire. Je suis sûre que ça ne vous rassure pas forcément. Non, mais en tous les cas. Vous êtes dans un créneau c'est ce que je dis. Je pense que ce que vous appelez hors sol, j'aurais tendance à le voir comme ça. Dans mon métier, moi je suis du civil. Je ne fais pas de pénal, je plaide très rarement et le moins possible parce que de toute façon, les audiences sont surchargées, les rôles sont surchargés. Je fais partie des avocats, je pense que je ne suis pas du tout le seul à Strasbourg, dans mon barreau de province, je fais partie des avocats qui considèrent que plaider est une connerie. Parce que de toute façon, personne ne vous écoute. Quand il y a 15 dossiers techniques posés les uns après les autres, et je peux d'ailleurs comprendre parfaitement humain, parce qu'honnêtement, c'est des affaires qui ne se donnent pas bien à plaidoyer. C'est comme ça, peu importe. Ce que j'y vois, c'est que du coup, j'ai appris petit à petit à séparer 2 choses qui sont en réalité antagonistes, le droit et la justice. Il y a d'un côté la technicité du droit, qui sont des règles avec lesquelles je jongle, et qui n'ont strictement rien à voir avec la justice. Je vous donne un exemple personnel, j'ai vécu ça. Vous avez c'est pas des contentieux très sexy, c'est des contentieux de la vie de tous les jours, je gère. Une personne qui vit dans un endroit avec des désordres dans tous les coins, qui a concrètement un premier étage, un rez-de-chaussée qui est inondé. On a des désordres dans tous les coins. Le jugement tombe après environ 6 ans, expertise comprise. 6 ans. Moi, j'arrive dans cette profession, j'ai pris le bébé, si je peux dire, le dossier en cours de route. Je n'ai pas ouvert le dossier, je l'ai repris. Une consoeur est partie, j'ai pris une petite partie de la clientèle. Bref, j'ai su. Je reprends le dossier, j'ai été ravi de me concernant, je suis sorti là, mon client est sorti totalement à 0 frais, on n'a rien sorti, formidable, magnifique jugement. Sauf que le particulier qui vit dans ce cirque a été indemnisé de 0 €. Pourquoi ? Parce que défaut de fondement de l'avocat, donc en gros elle avait un avocat, excusez-moi du terme, mauvais, voilà, un avocat qui s'est planté, c'est tout, et fort justement le magistrat a appliqué la règle de droit. J'ai reçu le jugement, j'étais en place depuis 2 ans, 1 an et demi, quelque chose comme ça, jugement de première instance.
Aujourd'hui, on est autour d'appel, toujours dans le dossier. Mais Quoi ça sert? personnellement, ce jugement était un peu fondateur. Je me suis dit, ok, ne réfléchis pas trop à ce genre de problématique, parce que c'est pas le problème. Il y a la règle telle qu'elle s'applique et chacun doit faire avec. Madame, sinon, le problème c'est que je reprends une citation de Boileau que j'aime beaucoup, la forme est la sœur jumelle de la liberté. C'est aussi parce qu'il y a des règles, des procédures qui sont fixes, qu'on a de la sécurité. Ça serait formidable. Oui, mais les appliquer. Qu'il y ait ensuite des débordements, des erreurs, ce que vous voulez, je veux bien, mais on ne peut pas constamment, et ça c'est ça le problème. C'est déceptif. Oui, on a compris. Je suis d'accord que c'est déceptif, madame, mais c'est le principe du droit est un outil. Mais c'est un débat. Alors si vous ne voulez pas que je parle, on peut Si, pas si, débattre. vous avez posé votre question. C'est donc concluez, je sais bien, Bénichard. elle est imparfaite, elle est déceptive. Malheureusement, elle fait partie du fonctionnement du système, de la machine. Monsieur le maire, je crois que vous avez une Oui, question. je voudrais rapidement, parce que vous traitez d'un sujet que j'ai traité à très nombreuses reprises, de débat avec Carapon, qui est votre collègue, sur la judiciarisation, et Montgolfier, où on s'est légèrement engueulé. Et il m'a dit le lendemain matin au petit déjeuner, parce qu'on était dans le même hôtel, vous me rappelez quelqu'un, et qui? Charras. Eh bien, j'y tant mieux. Voilà, non, rapidement. Premièrement, la justice est un service public et on a un objectif, c'est de réconcilier les Français avec la justice. Parce que ça, c'est un problème réel, parce que je sais, pour en avoir parlé avec quelques gardes des Sceaux, c'est qu'il y a une dérive qui n'est plus tolérable. Et à mon sens, il y a de multiples raisons, parce que les torts sont partagés. Le politique a voulu ne pas donner des moyens à la justice, parce que comme ça, on dit, ils nous foutront la paix. Et les juges, lorsqu'ils ont vu, je dirais certains qui s'en foutaient plein les poches, il y a une réaction humaine que je comprends. Donc il y a un problème réel. Alors maintenant, je vais parler franchement. Pour simplifier la justice, il faut interdire aux avocats d'être à la commission des lois de l'Assemblée. Pourquoi? J'ai même fait une proposition en ce sens, parce qu'ils ont véritablement complexifié tout le droit pour ensuite faire des procès lorsqu'ils ne seront plus députés. Et c'est une réalité. C'est une réalité. La complexité, notamment des procédures pénales, c'est la faute des politiques à la commission des lois, et je l'ai vu de mes yeux hein. J'ai vu un jour Mazo se lever et apostropher Lepage parce qu'elle proposait quelque chose en disant tout Français doit respirer un air pur. Mazo, qui est, comme vous le savez, un juriste avéré, s'est levé en disant « Madame, vous êtes en train de préparer les procès quand vous ne serez plus ministre ». Et c'est dramatique. C'est dramatique, cette complicité. Alors, je voudrais aussi, à propos de la corruption, quand vous, monsieur, l'état de droit aux États-Unis, c'est vae vectis. Les États-Unis défendent leurs intérêts par tous les moyens, d'une manière unilatérale. Et c'est comme ça qu'ils ont berné Chirac lorsqu'il a accepté notamment la ratification de la Convention OCDE avec l'article 4 qui permet aux États-Unis de poursuivre dans le monde entier sur la base de leurs lois extraterritoriales tout individu. Et pour avoir vu l'affaire Alstom et notamment Pierucci qui a été en tôle pendant 2-3 ans, c'est de la manipulation. Ne vous trompez pas, les États-Unis défendent leurs droits, leurs intérêts. Et ça, c'est clair. Alors maintenant, sur une chose, aux États-Unis, pourquoi la société est très individualisée? Parce que la société a existé avant l'État américain. C'est Cicéro. J'ai rencontré notamment ce laboratoire qui vous dit « No state in the bedroom ». Il ne doit pas y avoir d'État, c'est Cicéro, c'est qu'ils ont préexisté avant l'État. Alors que nous, l'État, c'est la construction de la France. C'est tout différent. Et donc, il ne faut pas avoir dans les États-Unis comme étant, je dirais, le Deus ex machina du nouveau droit. Non, c'est l'unilatéralisme américain. Et comme disait Virgile, jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant. Hein? Virgile. Et je peux vous dire, ça s'applique aux États-Unis. Et donc, il faut être extrêmement prudent à ce titre. Et je rappellerai à propos du parquet. Le parquet, il est effectivement sous l'autorité de la chancellerie par les instructions générales. En Grande-Bretagne, qui est le parquet? La police.
Et donc, il ne faut pas nous dire, lorsque justement la Convention européenne nous dit que les parquetiers ne sont pas, on leur refuse, je dirais, le titre de magistrat, mais c'est l'aberration. Ne croyez pas dans tout ce que raconte la CEDH. C'est une faute, et c'est pour ça que nous étions un certain nombre de députés en disant il faut remettre en cause, notamment, le recours individuel qui a été fait par Giscard à la CEDH, parce que ça part dans toutes les dérives. Ça part dans toutes les dérives. Il y a un moment, il faut revenir. Vous êtes jugé à la CEDH avec 40 zozos, je dis bien zozos, juges, mais qui ne connaissent rien à l'identité judiciaire de la France. Ça peut être des Maltais, des Chypriotes, ils n'y connaissent rien, et c'est dramatique ça. Voilà ce que je voulais vous dire, après avoir un peu, je dirais, bien évidemment, monopolisé un peu de parole, mais de grâce, dernier point. Pourquoi on a fait le PNF? Tout simplement pour donner la pièce aux Américains, parce qu'on était poursuivis justement dans des sortes de procès de corruption aux États-Unis sur des choses qui se passaient en Indonésie ou ailleurs, et donc il fallait que nous-mêmes ayons un moyen pour dire aux Américains non bis in rem, c'est-à-dire vous ne jugez pas de choses parce que nous nous en chargeons. Le drame, c'est que là-dessus, il y a anticorps. Et là, on a donné l'action publique à une, je dirais, à une ONG, à une association qui est idéologique. Et on a donc privatisé l'action publique. Ce n'est pas acceptable. Je le dis comme je le pense. L'action publique doit être dans la main de magistrats, de procureurs, pour lesquels on peut donner un statut si vous voulez, et je sais qu'ils n'en veulent pas. Ils veulent avoir le statut de la magistrature en général, mais ça pose un sacré problème. Et c'est toutes ces dérives qui font, et le politique est responsable, parce qu'il a laissé donner le pouvoir aux autres. Merci. Merci. Une réaction, M. Benza. Vous avez un peu responsé. Donc, du coup, sur la question du fait que les États-Unis fonctionnent par leurs propres intérêts exclusivement, je souscris aux parents, c'était bien le sens de mon intervention, ou à moins que j'ai dit le contraire, mais c'était effectivement qu'ils priment tout simplement parce qu'ils revendiquent la primauté et la puissance et la force, là où nous avons accepté. Mais du coup, je suis d'accord avec la seule chose que je disais, c'est qu'effectivement, quand ils disent laboratoire, c'est souvent mal. C'est juste qu'ils ont quelques années d'avance sur un certain nombre de points qui vont, j'en suis persuadé, venir chez eux. Ils sont en train de venir. Vous savez, monsieur le maire, je ne parle pas, ça c'est un long débat. Ces dernières années, je passais pas mal de temps, ça m'a étonné moi-même, sur comment est-ce qu'aux États-Unis, la théorie wokiste c'est du genre à débarquer. Pas dans quelques articles de journaux, comment est-ce que techniquement, université par université, c'est arrivé. De 86, 88, à 92, à 95, etc. Cette histoire, c'est la nôtre aujourd'hui. La France est exactement sur ce chemin. On est beaucoup plus fort que vous ne croyez. Mais non, on avait Kinsey. Deuxième observation sur la CEDH. CEDH, histoire que j'aime bien raconter, même si on le sait un petit peu, mais sans vraiment le savoir. Je suis d'autant plus d'accord avec vous que, je veux dire, ce que j'aime bien toujours, c'est quand on oublie que la France a pris des engagements parfois dans la contradiction de ses propres dirigeants. C'est-à-dire que le général de Gaulle dit un truc très simple: je ne ratifie pas la Convention européenne des droits de l'homme. On est bien d'accord. Et ce fameux triptyque qui est rappelé, mais pas assez souvent à mon sens, il est d'abord la France, ensuite l'État et après le droit. Triptyque gaullien par excellence. La France avant tout. Le juge, c'est le suffrage universel. Exactement. Alors ça, je raconte en long et large dans le travail dans mon bouquin, la façon dont tout ça a été conçu sous l'époque générale de Gaulle. Avec les médias. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, c'était... Ah non, j'ai pas coupé. Ce que je disais, je termine, cet état de droit à l'époque du général de Gaulle prenait une toute autre forme que notre état de droit actuel, tout simplement parce qu'à la tête, il y avait quelqu'un qui disait, général de Gaulle, que les conventions engagent et que je ne signerai pas ces conventions. Et c'est parce que derrière, ça a été fait par d'autres comme Giscard, que l'état de droit est en train de mutation petit à petit. C'est tout, donc évidemment, absolument d'accord avec vous. Il n'existe plus si on n'applique pas la loi. Madame, je crois, voilà. Oui, j'avais une question, alors c'est peut-être un peu naïf, je ne sais pas, mais est-ce qu'on ne peut pas, comme on a les règles de l'UE au-dessus de notre État, visiblement, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place une discussion ou une argumentation plus concrète, on va dire, pour se sortir ou adapter les règles de l'UE qui ne conviennent pas et qui ne défendent pas la souveraineté française, puisque vous avez dit tout à l'heure, on avait signé en fait une sorte de chèque en blanc à l'UE et qu'on ne savait pas à long terme les conséquences que ça allait avoir pour notre pays. Donc comment on va s'en sortir par rapport à ça?
Allez-y. Alors, c'est pas un schéma blanc qu'on a signé les règles qui ont été élaborées d'ailleurs dans un cadre concerté. Mais c'est vrai que, par exemple, sur un sujet qu'on connaît bien, c'est-à-dire la procédure pénale et la possibilité, par exemple, de faire des investigations sur les données de connexion, qui sont quelque chose qui tient vraiment beaucoup à cœur, et un point d'ancrage véritablement sur l'efficacité des procédures pénales et des investigations, on a un sujet. Mais justement, dans ce sujet, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui permet quand même de continuer les investigations. Donc, c'est un jeu un petit peu complexe sur des règles de procédure extrêmement techniques qui fait qu'à chaque fois, on doit s'adapter, on doit réadapter. Et c'est vrai que les avocats font le job et ils le font bien, c'est-à-dire qu'ils nous challenge à chaque procédure pour dire ça fait mieux ou ça il faut trop. Et les intérêts, en fait, on a des intérêts individuels qui sont défendus par les avocats qui défendent leurs clients, c'est la démocratie, c'est comme ça. Et on a face à ça des règles qui sont très précises et très techniques et qui ne sont pas forcément évaluées de la même manière par les instances européennes, parce que c'est vrai, et je pense que M. Bassa a vraiment parfaitement raison, c'est qu'on a des traditions juridiques qui sont différentes, on a la tradition de common law, et on a la tradition de droit écrit. Et ce qui se passe, et d'ailleurs c'est écrit véritablement très précisément par le ministre de la Justice dans les conséquences des États généraux, c'est qu'on veut faire un petit peu des deux, et que ce mix, généralement, il se fait un peu au détriment de l'efficacité, parce que moi ce que je pense, c'est avant tout on doit être efficace pour les investigations pénales, pour combattre ce que j'appelle le méchant de manière un petit peu simpliste, et efficace aussi pour permettre aux citoyens, aux justiciables, aux gens, d'avoir l'impression que quand ils vont en justice, c'est pas pour rien ou pas forcément pour des durées déraisonnables. Vous voulez réagir rapidement? Oui, je vais être bien plus sceptique peut-être que ce qui vient d'être dit. Pour le coup, vous savez, j'ai une tendance à, peut-être que c'est ma tendance naturelle, à réfléchir à partir toujours du principe le plus général et à se demander s'il y a encore d'application. Donc, question simple, comment est-ce que juridiquement, on définit juridiquement la souveraineté? Je ne parle pas de droite ou de gauche, on s'en fiche de ça. Et juridiquement, la seule définition claire du souverain, c'est celui qui détermine les limites de sa propre compétence. Les Allemands disaient pendant longtemps, avoir la compétence de sa compétence. Ça veut dire, demain, concrètement, je suis compétent pour être compétent dans les domaines dans lesquels qui sont à moi. Fiscalité, territoire, frontières, ce que vous voulez ensuite. Aujourd'hui, on a pris l'habitude de penser qu'il y avait deux souverainetés existantes. Souveraineté européenne, souveraineté française. Emmanuel Macron parle environ tous les 3 jours de souveraineté européenne depuis qu'il a dû être né, parce que je pense que c'est ça. C'est son ADN. Il était déjà, je pense, dans le berceau en train de rêver de souveraineté européenne. Et évidemment, face de lui, les gens rappellent ce que c'est la souveraineté. Moi, j'essaie de changer de prisme. C'est-à-dire de rappeler que depuis qu'on a accepté la primauté du droit européen depuis les années 60, petit à petit, avec une somme d'arrêts que les étudiants en droit apprennent, j'espère, à partir de la deuxième, troisième année de droit, nous avons une constellation de jurisprudence européenne rendue par la Cour de justice de l'Union européenne, qui sont un manuel d'inféodation. La France n'est plus souveraine. Mais elle n'est pas, parce que c'est pas bien ou c'est bien, c'est pas le débat. Elle a accepté la suzeraineté. Le fait même qu'il y ait un seigneur qui est au-dessus d'elle par le jeu d'arrêts qui ont été rendus. Qu'ensuite, attendez. Qu'ensuite, on est, et là pour finir la démonstration, là où en plus vous rajoutez un problème dans la machine, c'est que les règles européennes elles-mêmes, s'immergent les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que la Cour de justice de l'Union européenne, depuis 2015, considère que le droit de l'Union européenne est prime sur le droit des États, sur le principe de l'état de droit, comme fondement. Mais, pour définir ce que c'est l'état de droit, la Cour de justice de l'Union européenne nous dit qu'il faut se référer à la Cour européenne des droits de l'homme. Ça veut dire avec une cour qui est cousine mais qui n'a rien à voir avec elle. Du coup, comment en plus vous essayez de trouver une définition claire s'il y a des interpénétrations jurisprudentielles pour tenter de définir les notions qui sont à la base de la souveraineté? Ça devient incompréhensible. Et je pense que la France n'est pas dans... Non, mais attendez. Alors, là, sur ce point précis, ce que vous dites, ça c'était il y a 10-15 ans, lorsqu'on avait accepté effectivement la théologie du Luxembourg, qui voulait absolument que le droit européen prime sur tous les droits des nations. Sauf que, depuis les arrêts de Karlsruhe, de la Bundesverfassungsgericht, qui ont dit jusqu'à la dernière minute, c'est le Parlement allemand qui décidera,
que le Conseil constitutionnel a mis dans ses arrêts la réserve de constitutionnalité. Il y a donc actuellement une volonté des États de redire que ce sont les États qui ont la compétence de la compétence, et qu'à la limite, je vais vous choquer, si les États décidaient de supprimer la Cour de justice, parce que qu'est-ce que c'est que l'Union européenne? C'est une organisation internationale. Ce n'est pas un super État, c'est ce qui découle notamment du traité de Lisbonne, car le traité de Lisbonne a gommé la convention de Giscard d'Estaing, c'était un super État. Et ça a été retoqué par le référendum français, par le référendum néerlandais. Et donc, aujourd'hui, on est dans une organisation internationale et ce sont les États. Si jamais ils sont décidés à supprimer quelque chose et à dire non, ils peuvent le faire. Car les États ont la compétence de la compétence, mais ce n'est pas le prurite et je dirais l'impérialisme juridique de la Commission qui changera quelque chose. Mais maintenant, on est face à une crise. C'est-à-dire ce qui va se passer, notamment on le voit venir avec la volonté de la présidente de la Commission, je dirais, d'en rajouter à chaque fois, ça grince du côté des États, sauf de la part de celui qui rêve une utopie fédérale. C'est aussi simple que ça. Je suis mille fois d'accord avec vous, le duel fait rage. Et c'est-à-dire que d'un côté, on a des cours, je suis tout à fait d'accord avec vous, on a des cours qui résistent, qui défendent Renard, qui discutent. Je suis d'accord avec vous. Le coup de Trafalgar, c'est clair, la Cour allemande a fait. Mais pas que la Cour allemande, même le Conseil constitutionnel l'a écrit. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais les arrêts sur Lisbonne et d'autres plus tardifs, en Allemagne, en France, on pourrait parler aussi des pays de l'Est aujourd'hui qui font une montée au créneau, je suis d'accord avec vous. Par contre, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque la Cour de justice nous dit, de l'Union européenne, que si on ne respecte pas les valeurs de l'État de droit dans son intégralité, on est. C'est du pathos, ça. Alors peut-être que c'est du pathos, mais monsieur le maire, je vous rappelle que c'est l'état du droit de la Cour de justice de l'Union européenne qui date d'il y a moins d'un an. Non, mais attendez, la Cour de justice veut dire des choses, si les États décident que c'est le contraire, ce sera le contraire. Pour l'instant, ça ne prend pas trop de mais le problème, c'est que ne faites pas du juridisme. Mais non, mais voilà. Absolument pas. Mais pourquoi simplement le juge de première instance ne fait pas des bons jugements qui permettent de ne pas aller à la CEDE? Parce que la justice est humaine, madame. C'est devenu dingue. Parce que Une la dernière question. Oui, monsieur, levez-vous, monsieur, et ce sera la dernière question. Merci aux deux intervenants pour leur contribution à ce débat. Je voudrais revenir sur la notion d'efficacité du système judiciaire et notamment aux caractéristiques du dispositif français, qui est, comme on l'a rappelé, un dispositif de droit écrit et moins prétorien que ce qu'on trouve aux États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas une efficacité supérieure de ce dispositif à la française, alors même que les coûts de justice aux États-Unis, notamment, enflent de manière inconsidérée? Et donc, j'aimerais que chacun d'entre vous vous exprimiez sur ce point. Merci. Alors, on est dans un système effectivement de droit écrit et dans un système inquisitoire, c'est-à-dire que c'est le procureur public en droit pénal, parce qu'on parle de droit pénal, qui fait des investigations avec les services d'enquête de police et de gendarmerie. Aux États-Unis, chacun fait ses investigations lui-même, donc ça peut coûter effectivement très très cher. En plus, on a un système de jury qui est systématisé. Je pense que notre système peut être efficace pour peu qu'on en donne les moyens. Vous allez me dire, ah oui, mais elle exagère, elle est juge, alors voilà, plus de machin. Alors juste, je rappelle que sur le terrain, il y a 8500 juges, pas plus, pas moins, par rapport à 64 millions d'habitants, et que le budget de la justice est largement inférieur à la moyenne européenne pour déployer le terrain. Mais ce n'est pas qu'un problème de moyens, c'est aussi un problème d'organisation et un problème de logistique, et les moyens doivent aussi être mis en face des besoins des justiciables. Ce que je dois dire aussi, c'est que la question des moyens doit être... On doit toujours se rappeler que dans le budget de la justice, qui va augmenter une fois plus de 8%, mais pendant le moment de 8% depuis 3 ans, le budget de la police augmente d'un seul coup du montant global du budget de la justice, on a quand même des priorités différentes. On a l'administration pénitentiaire dans le système judiciaire, c'est-à-dire le budget de la justice, c'est aussi le budget des prisons. Et quoi qu'on pense des gens qu'on met en prison, qu'on n'est pas assez en prison, pas assez longtemps en prison, si vous faites un petit tour en prison, vous vous rendez compte que l'état des prisons, c'est quand même quelque chose aussi de problématique sur le plan
Donc je crois véritablement que notre système de droit écrit est un système pertinent, que le système anticorps est un système pertinent, que la mixité avec le droit communal et le système c'est quelque chose que je trouve qui rajoute de la complexité. Ensuite, quant à l'Europe, parce que je vais quand même dire un petit mot au-delà même des polémiques sur Lisbonne, etc., c'est quand même les règles de l'Europe et de la CEDH qui nous ont permis de sortir de là où on se trouvait après la Seconde Guerre mondiale et qui nous permettent aussi d'évoluer. Je donnerai juste un exemple extrêmement rapide. Pendant la période du Covid, donc je n'étais pas ni Covidée ni à la maison puisque j'étais en permanence à la cour d'appel parce que les affaires continuaient. On a eu une règle par ordonnance qui disait que la détention provisoire était prolongée automatiquement sans débat. Ce n'est pas envisageable de penser que la détention provisoire, qui est une mesure de restriction de liberté, puisse être prolongée automatiquement, même en temps Covid. Donc ça a été invalidé par le Conseil constitutionnel et ensuite par l'Europe. Et l'Europe, c'est aussi, pour nous, c'est aussi un garant des libertés, et c'est aussi un garant de la primauté de l'homme face au système. Donc, c'est pas que du négatif. Il ne faut pas dire qu'on est infondé à l'Europe et dire que par là même c'est mauvais. Il y a probablement des modes qui se négocient et qui s'envisagent différemment, mais il faut arrêter de dire que l'Europe c'est mauvais. L'Europe, c'est ce qui a fait qu'on est libre et qu'on n'est pas. C'est pas ce qu'on dit, madame. Ah non, la coopération, oui, l'intégrisme, non. D'accord. Mais je tenais quand même à rappeler que l'Europe, c'est pas mal. Je ferme parce que ça va me permettre tout ça. À votre conclusion, il y a ça à nous conclure. Voilà. À notre conclusion, allez-y si vous voulez réagir ou vous faire une conclusion générale. Sur cette question de l'efficacité, on va dire, du système, de notre système, hein, en tout cas tel que je le vois moi concrètement. Je ne vous cache pas que moi je suis. Ça va ressembler à une pirouette, mais ça n'est pas du tout. Je pense que j'ai une optique de plus en plus qui est malheureusement de constater que la technique tue. C'est-à-dire la technicité nous entraîne dans une course à la technicité. C'est-à-dire qu'en fait, on a un droit qui est beaucoup trop compliqué. Ce que je dis, et il ne l'a pas dit ça, je veux dire, c'est pas mauvais. Mais je vous assure, madame le rappelait tout à l'heure, il suffit de faire du droit de la Constitution pour se rendre compte que la somme d'exceptions, de particularités, etc., est incompréhensible pour tout un chacun. Donc, mettre de la simplification là-dedans paraît la base de tout. Le problème, c'est que c'est à prendre dans tous les domaines, pénal, civil, commercial, c'est une refonte générale. C'est cette simplicité qui sera le gage à la fois d'une lisibilité de la justice et une lisibilité par tout un chacun. Pas que par les professionnels du droit, qui quelquefois s'y logent aussi avec plaisir, je parle de ma profession, parce que je veux dire, c'est aussi notre métier de nous loger dans la complexité parfois tordue, je veux dire, des textes. Là, malheureusement, certainement. Merci à tous. Un grand merci à nos invités. C'est passionnant et passionnant. Et je vais pouvoir acheter le très bon livre de Guillaume Mélissa auprès de notre libraire. C'est pas 1950. Je crois aussi. Ah bah c'est ici, là-bas. Elle est là. Bien, allez, bravo et merci. Merci. Merci à vous. Allez, au revoir, je te remets. Le bon avocat, c'est connu. Le carnet, il a amené, c'était pour le. Oui. Ah oui, il faut les donner à Marine, sur moi. Non, On va le mettre là. Le problème, c'est qu'il décolle. La cartographie est en retard. C'est pratique. Oui, Les aimés, vous savez parfaitement. Vous avez